débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre, Pierre Mayou. Bon début de semaine à tous, excusez. Bonjour Pierre. Madame Ross. Bonjour, bonjour. Bonjour à nos auditeurs aussi de l'Outaouais, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Chicoutimi, Saguenay. Bonjour à tous. Madame Janine. Une belle chose s'est produite. Nous vous écoutons. Un véritable défilé de poussettes de toutes sortes a paradé tout le week-end à la place Bonaventure pour le 13e salon de la maternité, paternité, enfant. 50 000 personnes. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, il y a un intérêt pour la question, hein? Janine, ça me dit ce que ça m'a toujours dit. Il est urgent, impérieux, de développer des mesures favorables à la reproduction des meilleurs éléments de la jeunesse. En tout cas, je vais vous dire... C'est simplement ça que ça me dit. Oui. On n'a pas besoin de faire venir des individus là d'un peu partout dans le monde pour peupler le Québec. Il y a une volonté, il y a un intérêt, il y a un désir, il y a du bon monde, il y a des bons parents. On a simplement à être favorable, à avoir des politiques favorables, entre autres sur le plan fiscal. OK? Parce que avoir plusieurs enfants au Québec, ça demeure un exercice d'appauvrissement, et ça, je le prends pas, je le prendrai jamais. Bah. Alors voilà. Et, qui plus est, c'est d'autant plus important qu'en parallèle, dans le même journal ce matin, on retrouve Montréal en 2017. Oui. Je vous signale qu'en 2017, c'est dans 12 ans. Et il y a une raison pour laquelle ils vont être 2 fois plus nombreux. Ils n'admettent pas la contraception. Alors, ils se reproduisent comme des lapins. Comprends-tu que c'est important que les Québécois aient la chance, ceux qui sont plus civilisés, qu'ils aient la chance et des avantages certains à se reproduire sans s'appauvrir. Mais ça va servir à ça pour aujourd'hui. Mais concernant l'imposition, oui. Pierre, c'est la même loi pour tous les habitants du Québec, pour les citoyens du Québec. Non, mais si ces mesures-là sont appliquées aux Québécois, elles le seront à tout nouveau, à tout nouvel arrivant. Là. Oui, je suis d'accord. C'est la même chose. Mais c'est parce que les personnes, les couples, les jeunes qui sont plus civilisés, n'acceptent pas de s'appauvrir en ayant des enfants. Ouais. Et je les comprends, ils ont raison. Et peut-être pour offrir mieux à leurs enfants, effectivement. Dans le fond... Il y a des limites à avoir de l'altruisme, à avoir une grandeur d'âme, là. Quand tu sais que si tu as de l'allure, tu vas t'appauvrir en ayant des enfants, tu limites le nombre. Ce que certaines ethnies ou certaines races ou certaines religions ne font pas. Comprends-tu? Ah, alors on verra où tout ça nous mènera, mais c'est que... J'aurais dû dire ce que les demi-civilisés ne font pas. Les demi-civilisés se foutent d'engendrer de la misère. Tandis que les plus civilisés en sont conscients et considèrent ce fait-là lorsque vient le temps de se reproduire. Bon, ça c'est mieux dit. Ça, c'est dit à mon goût. Ça entre dans la donne. Oui. Bon, qu'est-ce que je peux donner à une progéniture? Pierre, si on regarde chacun nos vies, tu te dis, il y a de grandes difficultés qu'on traverse dans la vie. C'est pas toujours un grand party, là. Et si tu mets des enfants au monde, c'est dans un monde de difficultés que tu les... De toute façon, c'est ça. Alors, au moins minimiser. Oui, je pense qu'on est conscient de ça, au Québec. Et ailleurs au Canada aussi. C'est pas juste... Bon, et Pierre, aujourd'hui, acceptation. Madame Janine. Oui. L'acceptation. Un courriel qui illustre bien des courriels que nous recevons régulièrement. C'est une femme de 36 ans. Elle dit, je suis une personne très inconfortable concernant la sexualité et très complexée par mes petits seins. OK? Elle dit, lorsque je vois une scène de nudité de couple et que la dame a des seins que moi j'aimerais avoir, elle dit, je me pose dans une autre pièce, ça me frustre, je suis mal à l'aise, ça me fait souffrir. Elle dit, avant que cela affecte ma relation avec mon partenaire, parce que quelquefois je me fâche contre lui, parce que elle dit qu'elle imagine qu'il aimerait peut-être qu'elle ait des seins, comme il vient voir à la télé, ça la fout en rogne. Elle dit, je suis même pas capable de regarder un film où il y a une super belle femme dans une scène de nudité. Elle dit, je me sens très malheureuse, de la peine. Je sais que mon partenaire m'aime, mais j'ai toujours cette crainte qu'il décide de partir avec une autre qui aurait de plus gros seins. OK?
Donc, elle fait de la... Comment t'appelles ça, Pierre? C'est de la projection. Oui, Qu'il n'a pas. Elle projette, mais elle déplace. Oui. Tu as dit, j'aimerais me libérer de cette situation-là. OK? Il y a ça, puis il y a un autre aspect, son conjoint lui a proposé à quelques reprises, parce que en tout cas, lui parle d'un fantasme à 3. Tu as dit, ça vient encore, c'est pire. C'est pire. Elle dit, je suis vraiment pas certaine que je pourrais continuer une relation avec un partenaire que j'ai vu avoir une relation, une pénétration avec une autre femme, même si je suis là. Bon, alors il y a les deux facteurs. Lui parle de ses fantasmes. Elle, depuis qu'elle a 14-15 ans, puis ça, elle le mentionne, elle est mal à l'aise avec la sexualité, elle a de petits seins, elle se reconnaît nulle part. Alors, Pierre, on se pose la question aujourd'hui, l'acceptation. On accepte notre corps, un corps sur lequel on n'a pas beaucoup d'impact. Quand tu viens au monde, tu es fabriqué d'une certaine façon, tu as une génétique, accepter ça. Même quand tu n'es pas selon les standards. C'est l'ABC. Mais c'est pas facile. Oui. On aurait peut-être avantage à réaliser que les seins ont 3 fonctions. J'avais l'habitude de dire 2, mais j'en ai une 3e. Parce qu'elle est maintenant connue. Celle-là, j'en étais pas certain. Mais maintenant, j'en suis certain. Les seins servent à nourrir les petits, servent à attirer un mâle, et servent à jouir. Alors, 3 vocations. Tiens. Ouais, je savais pour le numéro 1 et le numéro 3, mais j'en étais pas certain pour le numéro 2. Il y a eu des études, il y a eu une étude colossale aux Indes qui a clairement démontré que ce qui attirait le plus les mâles sur le plan sexuel, c'était les seins chez la femme. C'est la partie du corps qui est la plus attirante. Bon, alors quand on a des petits, et que les canons sont... Non, attends un petit peu, là. Laissons faire la grosseur et parlons de jouissance. Le problème que ton auditrice a, c'est que, peu importe la grosseur de sein qu'elle a, elle est encore incapable d'en jouir. Parce que je peux t'assurer qu'une femme qui a des petits seins, qui réagissent beaucoup aux caresses et qui même, dans certains cas, vont jusqu'à lui procurer un orgasme, je peux t'assurer que l'acceptation est très facile. Alors, un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a un gros pourcentage de femmes dans notre société, ici au Québec, qui sont jammées, qui sont bloquées au stade de développement prégénital de leur sexualité. Surtout en ce qui a trait aux seins. Alors, elles nourrissent les petits, elles savent que les seins, ça peut attirer un mâle, mais elles sont incapables de jouir, de s'exciter sexuellement à partir de cette partie de leur anatomie. Et ça crée toutes sortes de réactions. Alors, l'auditrice, elle aurait peut-être avantage à se demander, c'est quoi mon problème, non pas avec la grosseur de mes seins, mais avec la jouissance sexuelle. Elle le dit, hein. Elle le dit, j'en ai un sacré problème de sexualité. Même si on augmente la grosseur, elle est tout de même jamais au stade prégénital de son développement. Janine, c'est plein en Amérique. Oui. C'est plein de femmes qui s'exposent les seins, OK, avec des robes, avec des décolletés qui en finissent plus, la moitié des seins à l'air, 3/4 des seins à l'air. Même, je regardais des défilés de mode dernièrement, les mamelons à l'air. Alors là, on se fait poser des ballons, on se fait souffler à la Pamela Anderson, puis là, on s'imagine que je vais jouir. Non, pas plus avancé, jamais au stade prégénital. Alors, tu vas être obligé, tu vas être condamné à continuer de te les montrer, mais ils jouiront pas plus. Tu comprends? Tu n'auras pas plus de plaisir sexuel, tu n'auras pas plus de satisfaction profonde. Alors, le stade prégénital, c'est un stade qui est très superficiel. C'est-à-dire prégénital, ça veut dire avant la génitalité. Mais dans la génitalité, chez la femme, les seins, ça fait partie. Alors, tes seins, le clitoris, tu sais, les petites lèvres, ça fait partie de la génitalité féminine. Mais les seins, ça va avec. Et tout le reste va avec. Oui. Le dos, les fesses, les pieds. Oui, mais... Bon, tu sais, quand tu dis l'acceptation, Pierre... C'est pas tout à fait... Ça, c'est des zones érogènes. Mais c'est pas nécessairement un organe. Les fesses, c'est pas un organe génital. Parce que je considère que chez beaucoup de femmes, les seins sont un organe génital. Certainement. C'est lié directement à la sexualité. C'est-à-dire capable de déclencher même un orgasme chez certaines. Comme chez les hommes, hein. Soit dit en passant. Comme chez les hommes. Oui, c'est moins développé. Un petit peu, mais c'est moins développé. Alors, c'est pas seulement une zone érogène, c'est une très grande excitation sexuelle. Oui.
Tu sais, on n'est pas dans un lobe d'oreille, là. Mais si t'es pas capable, Pierre, de recevoir des caresses au dos, et d'avoir un plaisir à ça, aux fesses, au cou, oui. Ça va même pas ouvrir sur le reste, même pas sur les seins, même pas sur la réaction, les organes génitaux. C'est pour ça que ça va loin de l'acceptation de ce que tu es et des réactions de ton corps. Et c'est pour ça que régulièrement, je parle des boules. Okay? Ouais. Je parle pas des seins, je parle des boules. C'est pas très noble non plus, là, Pierre. Non, je parle des boules sciemment. Oui. Boules ou ballons, là, mais j'aime mieux les boules. OK? Parce qu'il y a une différence entre un sein et une boule. Et en Amérique, aux États-Unis particulièrement, il y a un maudit paquet de femmes qui n'ont plus de seins, elles ont des boules. Et tu vois ça dans les films porno américains, ça n'est gênant. Samedi soir, j'ai eu l'occasion de pitonner avant de m'endormir, puis voir la fin d'un film à Bleu Nuit, à TQS. C'est un film français. Et l'actrice avait des seins. Elle n'avait pas des boules. Tu comprends? Oui. Ça n'avait pas été soufflé à l'hélium, cette histoire-là. Ce que j'ai remarqué dans les films porno américains, pour venir à mon stade de la prégénitalité, c'est que dans à peu près tous les films porno que j'ai vus qui viennent des États, OK, la plupart des femmes, ils ont des boules. Ils se sont fait souffler les seins. Il n'y a pas un homme qui s'amuse à les caresser. Les seules caresses de seins qu'on voit dans les films porno américains, c'est deux femmes ensemble. Mais à part ça... Parce que ça fait partie des artifices, comme un vêtement. C'est comme si c'était rapporté. C'est frappant. Alors, c'est frappant le manque d'attrait des partenaires masculins envers les boules américaines. C'est frappant dans les films, et c'est comme ça à peu près dans tous les films. Mais Pierre... Pour dire, là où je veux en venir, c'est que en Amérique, le sein attire le mâle, mais il est très peu érotisé. Et l'auditrice, elle a un problème à ce niveau-là. Elle n'a pas un problème de grosseur de sein, elle a un problème d'érotisation des seins, et particulièrement des mamelons. Et ça, on n'en parle pas. Moi. Mais une femme qui aurait des gros seins, Pierre, même quand ils sont naturels, parce que des femmes qui ont des gros seins, c'est comme ça, elles sont fabriquées comme ça, on va apporter, ce que vous dites comme commentaire, des boules. OK? Ça, c'est pas... Comment je pourrais dire? C'est pas très revalorisant. Non. Elles sont fabriquées comme ça, ces femmes-là aussi. Janine, oui. C'est que là, je sais pas de faire... C'est pas mon point. Je voulais simplement expliquer lorsque moi j'utilise le mot boule, qu'est-ce que je veux dire? Dans quel contexte vous l'utilisez? Absolument, je le comprends très bien. Mais je dis, Pierre, une boule de femme n'est plus un sein. C'est un cossin qui a été soufflé. Mais une femme qui a des gros seins, Pierre, je reprends pas ce que vous dites. Oui. Correct, une femme qui a des gros seins et on parle de boule, est-ce que ça dénote pas ce qu'on pense de ça? C'est des artifices, ça fait pas partie d'un être humain. Non, là, le langage populaire a ses lois. OK? Et il y a des hommes qui sont fiers de dire, je l'ai assez entendu, je viens d'un milieu modeste et je connais bien le sens des concepts populaires. Et quand un homme dit... Moi, ma femme, elle a des belles boules ou des beaux tétons. Tu peux être sûr qu'il est admiratif et il s'amuse avec. Quand tu parles de ceux de sa blonde ou de sa femme, oui. Oui, peut-être. C'est pas dans un sens méprisant. Quand tu parles des autres, pas sûr. Oui, faut faire attention avant de refaire le langage populaire, là. Mais lorsque moi, j'utilise l'expression, je voulais préciser... Dans quel sens? Tu comprends? C'est bien correct. Alors, aujourd'hui, l'acceptation de ce qu'on est, c'est à partir d'un exemple où une femme accepte pas, elle est même pas capable de vivre sa sexualité parce qu'elle a de petits seins. Comment on vit avec le corps qu'on a? 790-0224, 1-800-667-5241. Ici Pierre Lacasse. Vous cherchez un camp de jour original pour votre enfant? SRA Motocross et Karting dans la Naudière vous propose son camp de jour motocross et karting pour les jeunes de 10 à 16 ans. 5 jours de plaisir où l'enfant sera initié aux positions de base, à la technique de pilotage, à la mécanique, le tout dans un environnement sécuritaire. Les places sont limitées. Inscrivez votre enfant dès maintenant au camp de jour motocross et karting 514-836-6676. SRA Motocross Karting à Saint-Roch-de-la-Chigan, 10 minutes de Laval, 5 minutes de Terrebonne, c'est tout près. Je suis aujourd'hui en compagnie du docteur Pierre Deslauriers, chiropraticien, naturopathe et homéopathe. Et aujourd'hui, docteur, on va parler d'une dame de 48 ans. Oui, c'est une dame qui travaille comme déballeuse, donc elle a un travail de mouvement répétitif. Elle représente des douleurs au... Accepter son corps, que c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. On a rarement des commentaires sur le physique
des hommes. Tu sais, un homme qui ne s'accepte pas, à moins de cas extrêmes, là, c'est beaucoup plus les femmes, puis les femmes qui vont s'en plaindre parfois, Pierre, aux yeux de plusieurs, n'ont pas de défauts. Elles sont de belles femmes, elles sont bien faites, elles se voient des défauts et elles focalisent là-dessus. Oui, pour se détourner ou détourner leur attention profonde d'un autre problème. Alors, la sexualité féminine est plus complexe et a des lois différentes que de la sexualité masculine. La sexualité masculine est beaucoup plus simple en termes lorsqu'on l'applique à une collectivité. Il y a beaucoup moins de différences individuelles. Il y en a qui diraient que les hommes s'enfargent moins dans les fleurs du tapis, avec leur corps et leurs petits défauts. C'est parce que leur sexualité, écoute, la génitalité masculine se limite beaucoup là, au pénis. Ça tourne autour de ça assez... tandis que pour la femme, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et on n'a jamais osé... je dirais, affronter cette réalité. C'est peut-être pas le bon mot, mais pas affronter, mais on n'a jamais osé regarder, examiner de près cette réalité-là parce qu'elle dérange énormément de monde, hommes et femmes. Quand une femme va vers une relation sexuelle, Pierre, elle va rechercher, avant le plaisir peut-être dans bien des cas, l'acceptation de l'autre. OK, elle va passer par... Oui, hein, et c'est par vrai, Janine, ce qui arrive, c'est que tu viens de mentionner, tu dis la femme. Bon, la sexualité féminine, elle marche pas à coup de la femme, puis de la femme, puis de la femme. Lorsque tu parles de sexualité masculine, tu peux dire l'homme, tu peux dire le mâle, et ça va s'appliquer dans un gros pourcentage de cas. D'accord? Tandis que quand tu dis, en matière de sexualité féminine, quand tu dis la femme a... Non, je regrette. C'est 10%. Ton affirmation va s'appliquer à 10%, qui vont 20%, 30% tout au plus. Les autres, c'est une autre affaire. Mais qu'est-ce qui motive que la recherche du plaisir, l'acceptation? Qu'est-ce qui serait associé à part ça, Pierre? En tout cas, on va aller à un premier appel. On parle à Laurette tout de suite. Bonjour, Laurette. Bonjour. Bonjour, Laurette. Bonjour. Moi, comment je pourrais expliquer ça? Donc, oui, c'est vrai que c'est dur. Moi, j'ai de la difficulté à accepter mon corps. Depuis que j'ai pris plus conscience, là, depuis que je vous écoute, là, je prends beaucoup plus conscience, là. Moi, ce que j'aimerais... Attendez, c'est important ce que vous dites là. Vous avez plus de difficulté à accepter votre corps depuis que vous nous écoutez. Admettons qu'avant, là, j'en prenais pas conscience que j'aimais pas mon corps, OK? Parce qu'aujourd'hui, j'en prends plus conscience, mais je prends plus conscience des séquelles et des conséquences, OK? OK. Alors là, je vous comprends. Là, je vous comprends mieux. Je vais vous expliquer. Allez-y. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai réalisé il y a une couple d'années, je me disais, comment ça que je suis pas capable de porter des gilets soit serrés ou de porter des brassières. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un flash que, à chaque fois que j'avais une brassière, j'avais toujours les deux mains des abuseurs sur moi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on m'abusait sexuellement, quand j'étais petite, on me mettait les deux mains sur les seins aussi. Fait qu'à chaque fois que je suis pas capable, Dr. Mayou, je suis même pas capable, Dr. Mayou, d'avoir ça sur moi. Puis, le monde, ils comprennent pas ça, le doc. Quelqu'un, t'as même pas de crise de préliminaire, pas un, puis tout ce qu'il ose te dire. Vous savez, Laurette, vous amenez un point. C'est que on affirme, suite à certaines études, qu'il y aurait une femme sur 4, une femme sur 3, qui aurait, à des degrés différents, subi des attouchements, des caresses ou des gestes sexuels. Très inappropriés. C'est sûr que c'est un gros morceau qui explique comment se fait-il qu'il y a tant de femmes qui ont de la difficulté à érotiser leur sein ou leur corps en général. Et vous en êtes un très bel exemple. Docteur Maillot. Peu importe la grosseur des seins que je vous donne, le problème, il est pas là. Vous l'avez conscientisé, mais vous auriez pu traîner pendant des années dans les cabinets de chirurgiens plastiques, puis comme Pamela Anderson, vous faire souffler, dessouffler, pensant que ça réglerait la souffrance profonde qui vous habite. Allez-y. Docteur Mayou, c'est que tu sais, t'essaies d'avoir des relations sexuelles avec un homme, puis au lieu de t'apprivoiser, parce que moi j'ai besoin d'être apprivoisé, j'ai pas besoin de me faire fourrer tout de suite en partant, tu sais. Oui. Fait que là, tout ce qu'il ose, c'est qu'il veut me fourrer, puis
moi, je dis non, tu sais. Puis tout ce qu'on ose me dire, c'est coudonc, tabarnak, t'es-tu déjà fait violer, toi? Ou coudonc, tabarnak, t'es-tu lesbienne, toi? C'est ça qu'on me dit, Dr. Mayou. Faites bien de sensibiliser beaucoup d'hommes, parce que la plupart des hommes ne savent pas qu'il y a une femme sur trois, une femme sur quatre, qui a été bousculée, maltraitée, malmenée sexuellement. Et ça modifie considérablement l'approche. C'est sûr, Dr. Mayou. Oui, souvent, vous dites, la femme a fait la planche. Mais quand on regarde ça, là, les non, je veux dire, dans le sens, tu sais, parce qu'elle est froide, des congélateurs. Mais il y a de quoi être congélateur, Dr. Mayou, tu sais. On est abusé depuis qu'on est tout petit. Oui. Je gardais, puis je me faisais harceler par les pères de garder. Oui. Quand je gardais, je me faisais harceler. J'essayais de les tasser. C'est quoi que je faisais, Christy? C'est moi qui passais pour la putain des blocs, tabarnak, puis je faisais rien, là. Ouais. C'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? Tu sais, alors, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là, Laurette? Vous faites comme beaucoup d'adolescentes à l'heure actuelle, vous devenez grosse. Alors, qu'est-ce que font beaucoup de petites filles à 10-11 ans, dès que les seins veulent apparaître? Ils prennent 30 livres. À ce moment-là, ils ont la paix. J'ai une petite chose à vous dire parce que je vous écoutais l'autre jour à la télé. J'ai travaillé, moi, avec les filles de 12-17 ans enceintes, OK, qui étaient mère-fille, OK? 12-17 à Québec. Oui. Puis, on n'en revenait pas de voir que les jeunes, là, c'était juste... Comment je pourrais vous expliquer ça? Donc, l'affection qui manquait de leurs parents, ils allaient la voir avec l'homme en pensant, en ayant un enfant, que ça irait mieux. Mais ça n'a aucun sens quand vous regardez ça. Vous avez raison de le dire. Quand tu regardes la mère, là, parce que son bébé, sa bouteille est en l'envers, là, peut-être, tabarnak, t'as vu ça virer à l'envers, il y a 10 mois, le bébé. Dr. Mayou, il y a plein de parents qui n'ont aucune sensibilité aux enfants. Dr. Mayou, j'en connais plein autour de moi, là. Vous avez tout à fait raison. C'est plein, Dr. Mayou. Il y a juste à vous que je peux arriver puis de pouvoir discuter d'idées, puis avec vos auditeurs, puis avec Janine. À bord de ça, je peux même pas jaser avec personne, parce que quand je dis que moi, la respiration de l'homme m'écoeure, là, parce que il me respirait dans mes oreilles, là, pendant 9 ans, quand j'étais petite, on me croyait même pas, on me dit, tu pensais, j'étais quoi? Vous avez tout à fait raison. C'est très actuel pour vous. Ce sont tous des conséquences. Ouais. Il y en a des conséquences, Dr. Mayou. Et souvent, vous en êtes beaucoup plus consciente, mais il y a beaucoup de femmes qui ne font pas le lien entre leur incapacité actuelle de progresser sexuellement et leur recherche de modification de leur corps. On me dit, oublie, c'est du passé, ça c'est pas grave, puis non, c'est grave. Dr. Mayou, je suis obligée de rester chez nous pour pas me faire dire des niaiseries, oui. Ça se fait-tu? Oui, et vous avez sorti un beau mot cet après-midi. Devinez lequel? Un très beau mot. T'es obligé de sortir chez nous? Vous avez dit non. Oui. Au lieu de m'apprivoiser. Alors, ce mot-là est à retenir. C'est vrai. Et il y a beaucoup, pour des raisons X, pour ce dont on vient de parler et d'autres raisons, dans l'intimité sexuelle avec une femme, il y a beaucoup d'apprivoisement. Dr. Mayou, 30 secondes. 30 secondes. Je suis allée avec un chat il y a 2 ans chez le vétérinaire, il était correct. Quand il est venu, il était traumatisé. OK? Ça m'a pris du temps avant de l'apprivoiser. J'ai fait comme vous disiez. Prends-les, je le prenais 30 secondes. Il commence à venir à moi, là, parce qu'il était traumatisé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, c'est quoi, le mot magique, apprivoiser. C'est ce que je fais, je le prends, là, 30 secondes, je le laisse pas plus sur moi, puis c'est comme ça. Si vous saviez comment il vient à moi, là, ben, c'est les enfants, j'essaie. C'est la même affaire, faut apprivoiser l'enfant, faut pas dire. Oui. Il y a plein de parents, mais... Au lieu d'établir un rapport dominateur, ce qui est très fréquent dans notre tribu, on établit un rapport, un lien, et à partir de l'apprivoisement, on essaie d'apprivoiser l'autre. Dr. Mayou, j'ai vu aussi par d'autres femmes que je connais qui ont été abusées sexuellement que la pénétration, là, même moi, je suis même pas capable de la pénétration, mais c'est parce que c'est par rapport à l'abus sexuel, là, je pensais que j'étais comme toute seule là-dedans, tu sais, tu te dis, coudonc, t'es toute seule là-dedans, mais non, il y avait d'autres femmes, Dr. Mayou, là, qui me disaient la même chose, là, avec moi non plus, je suis pas capable de la pénétration. L'homme comprend pas ça non plus. Oui, beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on en parle cet après-midi, et beaucoup de femmes vont se tourner
vers des chirurgies plastiques, vont essayer de faire transformer leur corps, pensant que ces malaises profonds-là vont disparaître. Ils ne disparaissent pas. Bye, Laurette. Bye, bye. Évirio. Il est question aujourd'hui de l'acceptation de notre corps tel qu'il est, puis de se servir de ce corps-là pour, bon, entre autres dans la sexualité, aller chercher quelque chose qui est valorisant, qui est plaisant, qui est bon. Pierre? Oui? Quand on a un conjoint qui n'apprécie pas à 100%, il y a ça aussi. C'est une femme qui a de la difficulté à accepter son corps et qui n'est pas avec un conjoint qui est délicat. Si vous parlez tantôt de rapport de domination, qui n'est pas capable de ressentir cette fragilité-là, Janine, ça part pas bien. Janine. Oui. Chère Janine, pourrais-tu m'expliquer comment une femme peut se permettre de choisir pour ses relations intimes quelqu'un à qui elle ne plaît pas? Deuxième partie de la question, comment se fait-il qu'un homme pourrait choisir comme partenaire une femme dont le corps ou certaines parties importantes ne lui plaisent pas? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Difficile à comprendre, Pierre. C'est plein, Janine. Eh oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Mais quand tu es en quête de revalorisation, Pierre, est-ce que ces critères-là passent en second? C'est fou. Un homme qui veut des boules soufflées prend une femme qui a des boules. Tu vas t'amuser avec, mon gars, puis on va être bien content, puis on te dérangera même pas. Alors, comment on l'explique, un ce homme choix-là? qui aime une femme qui a des seins, il en prend une qui a des seins, il en prend pas une qui a des boules. Tout à fait. Tout à fait. Mais pourquoi ça se fait pas? Et pourquoi ces hommes-là vont diminuer leur conjointe? Parce que la conjointe ne correspond pas à l'idéal sexuel de comme cet tribu, homme-là. on est nono. Bon, d'accord. Il y a beaucoup, première partie de la réponse, avant de tomber dans l'inconscient, il y a beaucoup de niaiseuseries. Bon. Puis il y a beaucoup d'adultes qui sont même pas capables de se demander avant, elle me plaît-tu, ça me plaît pas, elle me plaît-tu assez, ça me plaît pas assez. Écoute, combien y a-t-il eu, quel est le pourcentage de mariages au Québec, je te parle de mariages devant l'Église, qui se sont faits où le partenaire masculin ne plaisait pas sexuellement à la mariée. Oui. Janine, ça me dépasse. Elle va être pognée pour coucher aux côtés de cet individu-là dont le corps ne lui plaît pas. Et c'est dans les deux cas. Dans les deux cas, ça se fait ça. Est-ce qu'on s'illusionne, Pierre? Est-ce que c'est l'illusion? Le gars qui veut des gros seins, ça y prend ça pour bander. Prends-toi une compagne avec des gros seins, puis fiche-nous la paix. Mais est-ce que cœur-nous pas avec ça. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas dur. Il y en a dur une avec des petits seins qui s'en va aux danseuses, se fait promener des mamelles d'en face. Qu'est-ce que tu fais là, mon nono? Allô? Aurons-nous des réponses aujourd'hui? Allô? On parle à Monique. Bonjour, Monique. Bonjour à vous deux. Bonjour, Monique. Bonjour. Moi, je mesure 5 pieds et 4. J'ai des gros seins, 36 F, là. Pardon, je connais pas ça, là. 36 F, le bonnet. Là, oui, c'est gros comme quoi, ça? C'est gros comme des pamplemousses, au moins. Au moins. Pas en moitié, deux. Un complet. J'ai des beaux seins. Oui. J'avais 18 ans. Puis, je veux dire, j'avais comment je dirais, c'est que j'avais le hockey de ma mère. Je croyais avoir le hockey de ma mère pour, comme, en tout cas, que je devais plaire à un garçon en particulier parce qu'il se passait des choses, là, entre cousin-cousine. Puis, je réalise, à force de vous écouter des choses, là, je prends conscience de certaines choses. C'est que ma mère, dans le fond, elle m'a mis, pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai accepté? Parce que, dans le fond, lui s'est permis, mais moi... Monique, de quoi parlez-vous? C'est que, je veux dire, au début, la première fois qu'il m'est venu, ça a été justement, le bout de mes seins. Ben, ça a été le wash global. J'ai eu le courage de lui demander c'est quoi qui lui dérangeait. Il m'a dit que c'était le bout de mes seins. Ah, vos mamelons? Oui, le bout de mes seins. Le bout des mamelons ou le bout le bout des mamelons. Les mamelons? Le mamelon, le bout, là, du sein. Alors, OK. Les mamelons ne lui plaisaient pas. Non. Ben, dans ce temps-là, le gars, il a juste remonté ses culottes et à s'en aller. Écoute, on n'a pas de problème avec ça. Soyez en graine, vous allez en trouver un que vos mamelons lui plaisent. Mais il faut qu'il ait le courage de demander c'est quoi, là, parce que c'était le wash, comme si c'était le wash pour toute ma personne, là. Tu sais, je veux dire, ça prend du courage de demander. Non, regardez, Monique, je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose. Oui. C'est un cousin, ça?
Non, ça se trouve être dans la famille, mais là, ce que j'ai expliqué au début, sûrement j'étais pas claire, là, c'est que moi, je réalise dans le fond que j'ai accepté des choses croyant plaire à ma mère là, d'une certaine façon. Mais dans le fond, ma mère réglait des comptes avec moi là. Souvent vous dites là, tu sais, la rivalité. Oui, mais qu'est-ce que ça vient faire avec les mamelons là? Ben c'est ça, c'est que cet homme-là, je veux dire, lui, la première chose, c'est l'atteinte à l'identité, moi je pense. C'est moi je m'accepte, j'étais fière de moi d'être objet de désir, d'être désirable, je me trouvais belle et je crois aujourd'hui avec le recul, ben vous cherchez une réponse là, mais moi d'après moi c'est ça, c'est que la difficulté dans son identité propre, puis comme quelque part ma propre identité. Oui. Quel âge avait le gars? Il y avait dans le temps là. Oui. Lui avait, attendez un petit peu, il en avait. Moi, j'avais 18 ans. Lui, en avait 20. On avait 20. Bon, c'est un gars de votre âge? Oui. Puis, vous vous déshabillez devant lui, puis là, wesh, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Il a dit wesh, puis là, ben, je veux dire, on s'est couchés ensemble, là, puis je veux dire, il m'a pas touché le lendemain, mais là, ce qu'il voulait, c'était que je le masturbe. Tu sais, mais moi, alors, attendez, arrêtez là. Oui. Bon. C'est là où je voulais en venir. Oui. C'est que son commentaire sur vos mamelons. Oui. OK? J'allais chercher, là, parce que je ne l'aurais pas dit. Ne réfléchit qu'un problème beaucoup plus profond de sa sexualité. OK. Je suis pas sûr qu'il est avec une personne du bon sexe. OK. Ça va loin, hein? Je suis pas sûr qu'il était capable d'être un partenaire raisonnable avec une femme du sexe opposé. Le gars avait un problème majeur. OK. OK? Alors, le fait d'être rebuffé par les mamelons, probablement est allé le rejoindre dans son petit inconscient. OK. C'était possiblement quelqu'un qui déplaçait sur vos mamelons un problème énorme de maternage vécu possiblement avec sa mère. Là, j'ai mis une hypothèse, mais vous comprenez un peu le genre de questionnement qu'on peut se faire. Oui. Autrement dit, à 20 ans, notre petit clin, il y avait un sacrement de problème. Mais à 18 ans, elle, Monique, fort heureusement, il l'a exprimé, vous l'avez compris. OK, bye mon chum. C'est une petite crossette le lendemain, puis je veux plus te revoir. Et ça a duré combien de temps, Monique, avec lui? Ben c'est ça, c'est que ça continue dans le sens que c'est comme tous mes problèmes, je réalise que l'inconscient nous joue beaucoup de tours. Ouais. Okay? Il fait jouer beaucoup de tours à l'autre. Mais Monique, vous avez quel âge, là? Moi, j'en ai 50. Oui, et ça a duré combien de temps avec le petit clin, là? Ça a duré, mon Dieu, longtemps. Oh! Moi, ça a duré longtemps parce que quelque part, ce que je réalise que je voulais faire... Comment fut le rien qui a duré longtemps? Ben, je veux dire, je suis comme un peu même... J'ai comme mal à l'aise de dire le temps, là. Parce non, dites-les. Ben, ça a duré 20 ans. Ça a duré 20 ans. Alors, le rien a duré 20 ans. Oui. Tout ça parce que je voulais être reconnue, mais pas de lui d'une certaine façon, je réalise, c'est pour être acceptée de ma mère. Ouais. Ne pas avoir... C'est fort comment, je réalise aujourd'hui, c'est comme ça m'avait livré en pâture à ce gars-là, sachant très bien ses problèmes, et il n'a pas, tout simple, elle a daigné dire, ah ben écoute, là t'es pas obligé de te marier avec, mais dans le fond, écoute, je te mets pas en garde, t'as pas d'expérience, mais moi je m'enlève mon rival parce que, je veux dire, j'avais parlé chez nous. Je la case. Je case Monique. Mais en même temps, je la mets dans le trouble, là. Elle savait que... C'est tout l'inconscient. Cet homme-là était une espèce de va-nu-pied sexuel. Oui, parce qu'il était avec lui quand il en avait 18 ans. Je pense qu'il était avec sa petite cousine de 12 ans, là. Il tripotait sa petite cousine. Oui, puis c'est ça. Puis là, ben, entre sœurs, là, les autres ont pris il était pédophile. Oui, ben, c'est pour ça le wesh face à vos mamelons de femmes adultes. OK. Ah, ouais. Avez-vous eu des enfants avec lui, Monique? Oui. Oui, plusieurs. 2 garçons. Deux garçons. Ouais. Tu sais, de réaliser tout ça, c'est arrivé à saisir, dans le fond, la facilité que j'avais à me sentir coupable, la facilité à ce que moi j'accepte les remarques, à me remettre en question. Quand c'est Attendez, Monique, le gars, votre mère savait que cet homme-là avait tripoté une petite de 12 ans? Oui. Ça se trouvait être sa sœur n'avait parlé, puis je veux dire, elle acceptait pas ça, fait qu'elle voulait comme le... Mais Monique! Mais Monique, votre mère est une sainte mère, de quoi vous plaignez-vous? C'est une descendante de la Vierge Marie? Oui.
Puis là, ben, je veux Oh, dire, OK. Je trouve donc que les femmes au Québec ont des mauvaises langues envers leurs mères. Ben oui. Je pense que je vais monter aux barricades pour défendre les mères. je commence à réaliser et je commence... Mais qu'on leur prête beaucoup de méchanceté. À Ces accepter. pauvres mères qui ont souffert, qui vous ont donné la vie. Ben oui. Bye, Monique. Merci de le dire. Oh, et votre mère n'était pas la seule de sa race, hein? Non. Oh, non. On réalise. On commence. Oui, OK. à Hey, 50 c'est ans. bon, j'aime ça, Janine. Parce que Monique était, comme on dirait, équipée pour en séduire bien d'autres que lui. C'est N'est-ce pas? incroyable, hein? Ouais. Livrer sa fille à un pédo. Bonjour. On parle d'être bien dans sa peau, physique, son corps physique, et que c'est un problème qui est beaucoup féminin que de ne pas accepter des parties de leur corps. Ça, Alors, ça va jusqu'à saper la confiance. là. Janine? Oui. C'est un problème qui est beaucoup féminin, d'accepter son corps. Mais dans l'exemple de Monique tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes qui ont de la difficulté à accepter le corps de leur partenaire. Oui. Et là, on peut se demander, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est le problème caché, Pierre. Oui. On va à un appel, puis on revient. Nécessairement, Pierre, il faut qu'on revienne sur ce point-là que vous avez soulevé. On parle à Michel. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Bonjour, à Michel. vous deux. J'entendais ça, puis c'était plus fort que moi. J'ai dit, il faut que je les appelle. C'est que moi, personnellement, que je suis contente de ma peau, sûrement que j'en suis contente. Par contre, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un cancer du sein. Et le conjoint, c'est certain que quand tu viens de te faire enlever un sein, pour une couple de mois, t'es pas fringante sexuellement, plus que ça. Par contre, il y a pas seulement que ça, les seins et le clitoris, c'est à mon cas, là. Mon conjoint, c'est certain qu'il y a eu, c'était pour lui une épreuve, c'est certain. Mais par contre, je n'étais pas morose, comprenez-vous, c'est certain que j'ai eu peur, mais quand la peur de mourir a été passée, bien, on pense à autre chose, si vous voulez. Et pour moi, c'était important d'être bien mise, pour être bien mise, on n'a pas besoin d'être riche, là, si vous voulez. Mais pas me ramasser toujours en pantoufles de Fentex à la journée longue, puis des running shoes, puis mal attriqué, si vous voulez. Je vous dis pas d'être habillée en princesse, là, c'est pas ça que je vous dis. Mais pour moi, c'était important, puis c'était pour aussi ma façon de me présenter. Oui, Michel. Et mon caractère aussi. Vous référez à un élément qu'on appelle la délicatesse dans l'intimité. Comment se fait-il que dans notre culture, on s'entretienne si peu de cet élément absolument primordial? Vous soulevez un point, une attitude qu'on appelle la délicatesse. De te présenter le matin bien mis, puis de faire comme ça, Pierre. Peu importe. Oui. La délicatesse, ça, c'est pas un standard social. C'est un élément qui va varier énormément d'une cabane à l'autre. Parce que vous savez, c'est beau, c'est certain qu'on parle de sexe, on parle, bon, tout ça, c'est important dans la vie de bien des gens, mais c'est important aussi de par notre attitude. Parce que si vous êtes morose toute la journée, là, puis que vous avez un caractère à fendre l'âme, puis je viens d'avoir un cancer du sein, c'est effrayant, ben là, franchement, c'est difficile. Alors, on appelle ça des attitudes qui éloignent les autres. C'est ça. Fait que même là, vous n'avez même pas besoin, si vous voulez, là, de cancer du sein, parce qu'il y en a des gens qui ont même pas ça, ils sont en parfaite santé, mais ils se cherchent des bobos. Mais revenez plus, parce que vous avez amené un point qui a à peu près jamais été amené en ondes, et c'est la délicatesse dans l'intimité. Et chaque couple, chaque partenaire va être sensible à certains éléments. Vous mentionnez les pantoufles de Fentex. Pour certains, ça peut ne pas poser un problème, mais pas du tout. Et pour d'autres, ça peut être un élément qui manque de délicatesse. C'est très variable d'un couple à l'autre. Ce qui est interprété. Et quand je dis un couple, là, c'est pas nécessairement marié, peu importe, là. Là, vous avez une paire de partenaires, là, la délicatesse va entrer. Et tout à l'heure, dans le cas de Monique, l'épais de 20 ans, quand il voyait un mamelon, on dit « Wesh! Qu'est-ce que c'est ça? » Tu sais, ça, c'est un manque de délicatesse qui ne se fait pas. Mais Pierre, c'était au moins franc.
Si c'était fini, vous dites non. Franchise mon œil, c'est un maudit épais. C'est pas délicat. Mais si elle avait pas continué avec lui, comprenez-vous, ça aurait été une indication qui était pas délicate. Quand tu dis, c'est même pas tes pantoufles qu'on pointe. Oui. OK, c'est ton corps. Non, mais c'était un phénomène de déplacement, là. Et il y en a... Dans notre culture, on est rendu si peu loin que là, on va commencer à s'apercevoir de l'impact positif de la délicatesse dans l'intimité conjugale. Pierre, qu'est-ce qu'on continue avec Michel? Oui, OK, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Michel, si vous avez le temps, on revient avec vous, là. Parfait. C'est beau. On parle d'acceptation de notre corps et de s'exprimer avec ce corps-là jusque dans sa sexualité. Puis on est avec Michel qui nous dit, moi, on m'a enlevé un sein, j'ai eu un cancer, on m'a enlevé un sein, et la vie continue. Alors, l'acceptation jusque-là, Pierre, c'est tout... Oui, mais attends un petit peu, elle introduit un élément. Oui. Et il y a une délicatesse envers l'autre, même lorsqu'on est handicapé. Et je suis bien placé pour en parler. Oui. Il y a une délicatesse, et c'est ça que je retiens de votre conversation, Michel, et j'aime ça, entendre ça, parce que ce n'est pas un discours, ce n'est pas une rhétorique qui est fréquente dans notre tribu. Quand est-ce que quelqu'un va parler de la délicatesse envers l'autre dans l'intimité? J'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est vrai parce que vous allez voir, moi j'ai vu même des gens maintenant qui sont à la retraite et qui se laissent aller là. En tout cas, j'ai vu des belles figures de beaux hommes, de belles femmes se laisser aller là, pareil comme parce qu'il il était rendu à la retraite. Je vous parle pas des vieillards là, 55, 56 ans à peu près. Se laisser aller, se laisser. Comment voulez-vous être? Oui, mais Michel, c'est bon du gâteau au chocolat. On en prend 2 portions. Ben, c'est ça. Mais se laisser aller, je vous parle aussi, même au point de vue apparence physique, là. Fait comment voulez-vous avoir le goût de vous coucher avec un homme qui sent la transpiration, ou même une femme, ou une femme qui a les cheveux tout délavés, puis bon, c'est tout ça, c'est tout l'ensemble. Encore là, ça varie beaucoup. Voyez-vous, c'est pour ça que la délicatesse, c'est intéressant d'en parler. Ouais. Vous parliez de transpiration masculine tout à l'heure. Est-ce que vous saviez qu'il y a des femmes qui vont aimer cette odeur-là chez certains hommes? Ça m'a déjà été rapporté. Disons que c'est pas un standard, mais ça pourrait arriver, Pierre. Tout ça existe. Il y a des femmes qui détestent l'odeur de savon sur un homme. Ça m'a été rapporté. Oui, je comprends. Mais alors, la délicatesse, c'est de sentir, de pressentir chez l'autre, sans qu'on ait nécessairement à lui demander ou à l'articuler, de pressentir chez l'autre qu'est-ce qui plaît et déplaît. C'est ça la délicatesse. Sans savoir à dire « Qu'est-ce que t'aimerais? » Tu sais, on peut le pressentir. Quand vous parlez de fierté, dans le fond, Michel, hein, une certaine fierté de votre personne, puis tout ça, vous avez un sein en moins. Qu'est-ce que vous faites pour vous? C'est parce qu'il y a votre fierté à vous aussi par rapport au conjoint. Qu'est-ce que vous faites dans l'intimité pour que ce soit plus acceptable, je ne sais pas, pour les deux? Maintenant, il y a plus aucun, ça fait déjà 20 ans de ça, là. Au début, c'était de me cacher, mais maintenant, je cache plus rien, c'est tout simplement, il y a une façon bien à nous deux, maintenant, on est là, puis bon, puis mon conjoint accepte très bien. Si l'ambiance, comme je vous dis, est bonne avant, bien, c'est tout un préparatif. On se prépare du matin, si vous voulez, au soir, où il y a une façon que si notre attitude est bonne, puis qu'on a des pulsions, tout ça, maintenant je cache plus rien. Puis lui non plus, ça ne le dérange pas. Oui. Je peux pas dire non, ça ne le dérange pas. Peut-être qu'au début, il trouvait ça difficile, il aurait préféré, comme n'importe quel homme, que sa femme ait 2 seins comme moi. Mais maintenant, non. Si tout va bien, puis que c'est certain qu'on fera pas le sexe, si vous voulez, là, après une chicane, pas une chicane, mais une divergence d'opinion. Mais si tout va bien, moi, je trouve que la vie est tellement peu... faut pas la compliquer, la vie. En autant qu'on est capable de faire preuve de délicatesse. C'est ça, oui. Fait que, moi, je la complique pas, la vie. Parce que je me dis, après justement, qu'on a fait un cancer, ou même 2 dans mon cas. Vous avez mentionné un élément, Michel, vous avez dit, on a développé une
à nous. Essayait d'amener. J'ai fait un commentaire sur Janine, elle parlait, elle dit la femme aime que. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a autant d'approches, il y a presque autant d'approches sexuelles qu'il y a de femmes. C'est ça. Peut-être qu'on va comprendre que l'approche d'une femme varie énormément d'une femme à l'autre. Savez-vous, Dr. Mayou, il y a une autre affaire. Moi, il y a une affaire. La psychologie, c'est bon, OK? D'accord? Mais on pense pas toujours côté psychologique avant de faire tel geste. Comprenez-vous? C'est certain qu'on y met la délicatesse, puis tout ça, mais on y met aussi nos sentiments. Les sentiments, c'est pas compliqué. Quand ils sont là, les sentiments, t'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin de réfléchir à psychologie avant. C'est naturel. Ça s'en vient tout seul, si vous voulez. C'est pour moi, là, en tout cas. Les relations sont simples, naturellement, dans ce temps-là. C'est ça. C'est sûr que, Michel, les vieux danseurs se pilent, les vieux couples qui dansent ensemble se pilent rarement sur les pieds. N'est-ce pas? Ou devrait, Pierre. Non, les couples qui dansent depuis longtemps ensemble se pilent très rarement sur les pieds. Parce que moi, ça m'a toujours frappé, ça. Mais je suis chanceuse, par exemple. C'est vrai, j'ai un conjoint extraordinaire, puis je suis bien, je suis heureuse, tout ça, là. Fait que... Vous en train d'insinuer qu'il y a une couple d'hommes qui traînerait dans le paysage qui aurait de l'allure? Bien, certain, il y a le mien, en tout cas, il y a plein d'allure. Bye, Michel. C'est bon de le répéter. Parce qu'il y en a tellement qui sont sans allure. Ah, ben moi, j'ai pas de problème avec ça. Allez. Je suis chanceuse, là. Bye, Michel. Merci de votre appel, Michel. Bonjour. Son conjoint était délicat aussi, Pierre. Les premiers mois d'adaptation et tout, là. Tu remets pas à la face de l'autre un handicap. Tu laisses le temps, puis le temps fait son œuvre. Puis l'acceptation, c'est des deux côtés, puis la délicatesse aussi. Écoute, moi, j'en reviens pas. Dans une tribu qui se prétend civilisée, une espèce de maillet de 20 ans, en voyant des mamelons d'une femme, dit « Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Je n'en reviens pas. Comme tu vas critiquer... Ça prend un maudit mal éduqué, ça n'a pas d'allure. Pierre, est-ce que tu considères l'humain quand tu dis quelque chose comme ça, c'est parce que l'autre est un objet? Un point, c'est tout. L'autre, tu respectes pas l'humain qui est dans ce corps-là. Non. Un jeune dirait c'est un foqué. C'est un foqué solide, puis effectivement, il aurait raison. Pierre. C'est important d'en parler. Il y a des réactions de surprise qui sont pas des réactions de surprise, ce sont des réactions de personnes problématiques. Oui. Bon. Mais il faut écouter une émission comme la vôtre, puis comme ce qui se passe ici, pour être capable de décoder ça. Correct? Parce que le premier degré, la femme qui se fait passer un commentaire comme ça, elle le prend personnel. Non, c'est personnel. Rabrille tes petits, ou bien attends le lendemain matin, puis bonsoir, puis tu le revois plus, là. Écoute. Et Pierre, vous parlez, quand j'ai dit la femme, c'est un lapsus, là, c'est chip. Mais bon, OK. Même dans le courant d'une vie, la sexualité féminine ça fait partie de la rhétorique officielle. Pierre, je veux juste dire une chose de plus, là. C'est que dans la vie de la même femme, sa sexualité va changer parfois à la suite d'une grossesse, à la ménopause, pour toutes sortes. La sexualité féminine de la même femme va évoluer. C'est ça. Oui, mais peut évoluer, mais les changements, là, soyons prudents pour pas en mettre trop large sur le dos des grossesses puis de la ménopause, là. Parce qu'on charge pas mal fort, là. Tu sais, la grossesse, ça devient aussi un beau phénomène de déplacement. Quand une femme est prise avec un éjaculateur précoce, puis qu'elle commence à en avoir plein le dos de éjaculateur, on convient-tu qu'après la grossesse, elle va dire « j'ai plus de libido ». Ça m'intéresse plus. Pour cet homme-là. Oui. On convient-tu? Puis quand ça fait 25 ans qu'elle se fait piner, là, 48 secondes, là, 3 fois par semaine, on convient-tu que la ménopause, là, va dire « c'est l'occasion idéale ». Je suis sèche. Oui. Mais oui. Donc, elle a juste, elle a plus de réponse sexuelle, elle a juste son discours à ça. Par contre, le gars, il a beau être éjaculateur précoce, ou, tu sais, il apporte un mot du bon salaire à la maison, fait qu'elle veut pas trop s'en défaire, mais elle est tannée de se faire piner, tu sais. Ah, ça fait changer des comportements. Quand même, hein? À moins d'aller à l'extérieur, là. De déplacement. Tu sais, on déplace sur quelque chose d'autre dont on veut pas parler. Mais des grandes maladies. Bon, admettons qu'on met de côté la grossesse et la ménopause, mais on parle de grandes maladies. Ça va changer, ça peut répondre, ça peut changer ta sexualité. C'est sûr que la libido exige un état de santé raisonnable. Ça, c'est bien évident que dès que tu as une veste de travers, écoute, une des premières choses qui va planter, c'est la libido. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs, nos auditrices pensent de tout ça? 790-0224, 1-800-667-5241, un courriel, Pierre? Oui. Quelqu'un qui écoute l'émission en ce moment, ça aurait été bien que cette personne-là appelle, par exemple, mais ça fait rien.
Elle dit, mon conjoint me dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a des hommes qui vont avec une femme dont ils n'aiment pas le corps, tu sais, et sa femme, elle lui dit, mais oui. Il répond, on passe notre temps à parler de ces gars-là, ok? Puis les gars qui aiment leurs femmes comme elles sont, on n'en parle jamais. Elle dit, moi j'ai pogné un bon. J'en ai pogné un bon. Il m'aime comme je suis. Des fois plus ronde, des fois plus mince, des fois plus dure, des fois plus molle. Il y en a encore des bons. C'est le courriel qui est pas dessus. Oui, mais ça il y a des limites aussi plus rondes, là, ça dépend. Il y a des réalités biologiques qu'on ne peut pas nier. Il y a beaucoup d'hommes menteurs aussi, là. Ah, il y a des hommes qui mentent effrontément à leur femme. Oui, oui, chérie, je t'aime autant que le premier jour. Mais acceptez que le premier jour, il lapinait, là. Non, il lapinait 6 fois par semaine, puis là, il lapine 1 fois par 2 mois. Mais il n'ose pas y dire qu'avec 50 livres de trop, là, c'est dur de bander là-dessus. Pierre, il peut l'aimer encore. Là-dessus, il est peut-être pas menteur. Il peut désirer, par exemple, moins ardemment qu'au début. Est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'un homme peut continuer à avoir des sentiments? Moi, je veux bien, là, tu sais, c'est sûr que c'est de toute beauté ce que tu viens de dire, mais j'essaie de concilier ce que tu viens de dire, OK, avec le pourcentage d'hommes qui vont aux danseuses dans certains coins. OK. Je pense pas qu'ils aiment les danseuses. Je pense qu'ils ont des grosses attirances. Un homme qui aime sa conjointe, va-t-il aux danseuses à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, avec toute l'usine? La question est 80% des employés de... Tu vas me dire que, oh, ça c'est des hommes qui aiment leur conjointe? Oh, oui. En tout cas, qui veulent pas la laisser parce qu'ils tu vas te faire brasser des mamelles de femmes que tu connais pas en pleine face, puis là tu rentres à la maison, puis oh, ma chérie, je t'aime comme au premier jour. Oh, ouais. Je reconnais. De concilier les deux, toi. Je reconnais que c'est difficile à saisir. Hein? Je reconnais que c'est difficile. Là, les danseuses, c'est plus un phénomène marginal, là. Moi, quand on me raconte, puis des professionnels, des ingénieurs, des professionnels qui vont aux danseuses. La question que plusieurs posent, pourquoi ils vivent avec quelqu'un? S'ils ont le goût de vivre des attirances. La danseuse ne nettoie pas les shorts. Ben alors, c'est pas de l'amour. OK, là-dessus, on se rejoint. Au bout du raisonnement, on se rejoint. C'est pas de l'amour, c'est de l'accompagnement utilitaire avec quelqu'un sous le même toit. Merci. C'est une forme de colocation. Oui. Où, bon, alors, c'est tout ça. Vous avez raison. Appelons les chats par leur nom. Alors, on parle aujourd'hui, on est rendu loin, là. On te dit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère à accepter leur corps. Est-ce que leur conjoint les aide à accepter leur corps? Dans certains cas, Pierre, on peut dire que oui. On va y revenir. Il y a des hommes qui vont accepter la femme avec qui ils vivent comme elle est. On va y revenir sur l'impact d'aller aux danseuses, sur la perception corporelle d'une femme. Alors, on va aux nouvelles, puis j'espère qu'on va avoir beaucoup d'appels d'hommes et de femmes. Tu sais, dans l'acceptation du corps féminin, est-ce qu'on passe les bons messages? Vous passez outre, Pierre, à la difficulté d'accepter son corps comme il est pour beaucoup de femmes. Ça doit commencer par chaque femme, face à elle-même, mais beaucoup de femmes vont aller chercher l'approbation chez un conjoint, puis là, on parle de mensonges. Bon. OK? Répète-nous la première partie. Es-tu capable de reprendre la première partie de ce que tu viens de dire? Es-tu bonne pour le répéter? Je sais pas. Bon, on dit. C'est pas facile. Essaie de me répéter ça. Bon. L'acceptation des femmes, l'acceptation de leur corps, ça devrait passer par... Toi, tu t'autorises à vivre une relation qui a de l'allure avec ton propre corps, admettons, là. OK? Ça part de toi. Mais c'est pas ça dans les faits qui se produit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est pas ça, c'est qu'on essaie de valider. T'as des petits seins, t'es belle pareil, mais tu vas faire valider. Il faut que ce soit l'extérieur qui valide. Bon, est-ce que ça se fait chez toi quand t'es enfant? Oui. L'acceptation part de toi, dis-tu, et là... Devrait, dans un monde idéal. Je crains que ce soit en partie vrai. Possible? Que ce ne soit qu'en partie vrai. L'être humain est un animal sociable. C'est un animal qui a besoin de l'autre. Et sans en faire, je ne suis pas dogmatique là-dessus, là, mais je me demande si l'acceptation profonde de nous-mêmes ne passe pas quasi nécessairement par l'autre. Ouais. Mais c'est un beau guet-apens. Je savais, Pierre, que vous alliez dans cette piste-là, mais tu te dis c'est le travail de la famille immédiate, du père, de la mère, du milieu culturel. Au stade adulte, là.
Là, on en prend deux, là, puis on en prend une, puis on l'amène élevée, là. Bon, OK. À partir de 18 ans. OK. Ta valeur, elle se mesure à la valeur qu'on te colle de l'extérieur, que ton entourage te colle. Janine, est-ce que l'acceptation ne suivrait pas l'érotisation de certaines parties de corps? Alors voilà pourquoi on s'en remet aux autres, au jugement des autres sur son corps. Alors, l'érotisation, y compris les mamelons et les seins, il n'y a pas beaucoup de façons. C'est soit par les caresses personnelles, la masturbation, ou bien avec l'autre, s'il est caressant, s'il fait pas juste nous piner pendant 30 secondes. Oui. Oui. Tu sais, la moyenne... le temps moyen provincial de pénétration, c'est 2 minutes et demie. 2 minutes et demie, là, c'est que, tu sais... Ce qui dénote pas un grand partage de plaisir mutuel, là, Pierre. Je vais avoir beaucoup de difficultés à concevoir l'érotisation des parties du corps en 2 minutes et demie. T'as fait le tour, t'as passé vite, ça c'est le petit bec, puis tu sais, un peu une caresse, puis la bonne position, puis le 2 minutes et demie, il est fini, là. Et le message qui ressort de ça, Pierre, c'est quoi? C'est que ton partenaire, tu ne l'intéresses pas. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Le temps moyen de la relation, de la pénétration du GD, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. On nous a dit, écoute, si c'est vrai, on a un maudit problème collectif. Ben, le message... Tu sais, je veux bien qu'on discute d'acceptation, mais quand tu te fais piner en 2 minutes et demie, là, tu sais, l'érotisation des seins, des fesses, du bas du dos, puis tout le kit, là, puis de la langue, puis des lèvres, puis des oreilles, puis... Oh boy! Donc, on manque de temps, là, ma Janine. Pas d'acceptation de l'autre. La femme elle va pas chercher... Comprends-tu pourquoi les chirurgiens plastiques, là, la ligne se fait devant leur bureau? Est-ce que ça pourrait rallonger les préliminaires sexuels, Pierre? Dans certains cas, peut-être? Comment tu veux accepter quelque chose qui te fait pas plaisir, ou qui te fait rarement plaisir? Ton corps. C'est d'autant plus difficile. Mais si tu as une partie de ton corps qui te procure énormément de plaisir, on convient-tu qu'avant d'aller le modifier, tu vas y penser 2 fois? Oui. Non? Oui, sûrement. C'est quoi cette affaire-là de partir d'un critère de revue au lieu de partir du plaisir personnel? Pas sûr qu'on part du bon point, là. Mais là, qu'est-ce que vous faites de la validation des autres? Oui, mais on nous dit, oui, mais si t'as des mamelles de telle grosseur, tu vas pogner plus. Mais oui, mais si tu pognes plus, tu te fais piner en 2 minutes et demie. T'es pas plus avancé. Pas sûr que... Tu comprends? T'as pas plus de prix. Et tu peux pas accepter davantage son corps. C'est pour ça que Pamela, elle se fait souffler puis dessouffler les mamelles, elle. Puis là, elle essaye, elle taponne avec ça, puis souffle de souffle, puis elle essaie, la pauvre. Je pense qu'elle essaie pas à bonne place. Alors, on va voir ce qu'en pense José. Bonjour, José. Bonjour à vous deux. Bonjour, José. Écoutez, moi, j'ai 41 ans. L'acceptation, c'est bien beau lorsqu'on essaie d'accepter notre corps, mais lorsque notre conjoint fait semblant de l'accepter, et puis qu'il trouve des excuses pour détourner la conversation et les relations sexuelles, on fait quoi? Vous avez un problème. Ben, on a un sérieux problème. Ouais, c'est un drôle de message. Oui, José, vous êtes... C'est drôle, Janine. Oui. Tu sais, une coïncidence, là. Allez-y, je vous écoute, parce que moi, j'ai fait mon laïus, je vais noter, là. Continuez. Non, mais disons que, bon, vous m'avez fait réaliser 2 points, parce que tantôt, vous avez dit, bon, les jeunes filles, quand ils veulent pas trop se faire taponner, ils prennent du poids. Donc, je peux pas dire que je viens d'une famille où je me suis fait taponner, mais je pense qu'à quelque part, vous m'avez fait réaliser que c'est peut-être pour ça qu'à l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à avoir peut-être un petit 10 livres au-dessus de la moyenne des petites filles qui m'entouraient. Et que je me cachais derrière ça sans m'en rendre compte. On dirait qu'aujourd'hui, ça vient de m'apparaître comme normal. Et par la suite, j'ai toujours eu un petit surplus de poids, ce qui m'a pas empêché d'avoir des copains, d'avoir des chums, puis d'avoir des belles relations. Par contre, j'ai comme joué au yo-yo. Par la suite, il y a 2 ans, j'ai fait un peu haute pression, antidépresseur, et là, pouf, 40 livres de plus qui s'est greffé à moi. Et je vous dirais que j'étais comme assez déçue parce que ça faisait quand même 11 ans, j'étais toute seule avec mes 2 enfants monoparentales, et à mon divorce, j'avais perdu 110 livres de mon gros poids, de cette grosse masse-là. Donc, j'avais retrouvé un corps de jeune femme, et j'avais pris la décision... Non, pourquoi José associer un beau corps à une jeune femme? C'est pas vrai, ça. Ben, quand on Vous aviez un corps de femme attrayant. Pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont, José?
Ben, c'est moins attrayant. Tu sais, une jeune femme, il y a en masse. Écoutez, une jeune femme sur 4 est grosse. Mais Pierre, elle a dit, elle a retrouvé son corps de jeune femme comme elle était quand elle était jeune femme. Elle fait référence à elle, si je comprends bien. Oui, parce que je peux... Ben, j'avais compris, un corps de... Non, ben, mon corps à moi, son corps de jeune femme. Que je me sentais pas étouffée dans cette masse de graisse-là. OK, excusez, j'ai du mal à comprendre, OK. Non, mais à quelque part, c'est sûr que, écoutez, je suis un surplus de poids maintenant que j'arrive pas à perdre. Je me trouve pas laide pour ça, puis au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de belles, grosses femmes qui ont beaucoup de charisme et qui sont très jolies. Par contre, si nous, on s'accepte, qu'est-ce qu'on fait avec notre conjoint qui nous dit « Non, chérie, je t'aime quand même, t'es l'amour de ma vie », puis il me dit à chaque jour qu'il m'aime, il m'embrasse, il me fait il va me prendre dans ses bras. Par contre, quand vient le temps de faire l'amour, il va me dire « Ben, pas ce soir, je suis fatiguée, je me lève tôt », ou il y a eu beaucoup de changements dans nos vies. On vient de commencer à habiter ensemble en juillet dernier. Quel âge a-t-il? Il y a 41 ans. Et vous pesez combien, là? Là, je pèse 240 livres. Bon. Écoutez, José, oui. Il y a une réalité, là. Il y a une réalité nationale au Canada. Et 92% des hommes au Canada ne sont pas vers les grosses. Mais Pierre, c'est alors, je ne connais pas, il y a 8% qui sont attirés sexuellement vers des grosses. Alors, ça, c'est une réalité biologique ou culturelle dans notre pays. Ça vient pas de moi. Arrêtez de m'écrire des courriels de bêtises là-dessus, là. Ça vient de Statistique Canada. Ils ont fait une étude auprès des hommes canadiens, puis c'est ça la réalité. Alors, est-ce que votre mari est attiré, puis pour des raisons X, il y a de la difficulté, ou bien si carrément il vous ment parce que biologiquement... Mais oui, le jeu, Pierre, ils viennent de commencer ensemble, ça fait depuis le mois de juillet. Ben oui, puis je veux dire, il y a 2 ans, c'est là que j'ai pris le poids, que j'ai été malade. Ben oui, mais José, il a le droit d'être menteur et vouloir faire laver ses shorts. Qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, mais ça veut dire qu'il n'y aurait pas de couilles, puis qu'il me mentirait à tour de bras, puis en plein début de relation, après 9 ans. Oui, c'est une hypothèse. On ne devient pas menteur après 20 ans de vie commune, on est menteur le premier jour, voyons. Parce que ça fait 9 ans. Un menteur, c'est un menteur à partir de la même journée. Le tempérament ne change pas. Ça fait 9 ans que vous sortez avec cet homme-là? Ça fait 9 ans. Et puis, on a toujours habité chacun de notre côté. Moi, j'avais mes 2 enfants à m'occuper. Je m'occupe toujours. Et bon, il partait, il revenait. Il avait probablement peur de l'engagement. Et finalement, c'est lui qui m'a proposé de cohabiter. On vient d'aménager ensemble. Tout va bien. Il n'avait pas peur de l'engagement. Ça ne tentait pas avec vous. Pas pareil. Ben pourquoi qu'il... Alors, écoutez, allez vivre avec une femme qu'on va copuler une fois par 2 mois. Il avait peur de lui-même, peut-être. Ben non, il n'ose pas. Mais par contre, c'est attrayant. Avoir une femme, écoute, elle a beau être grosse, là, quand elle est fine, puis quand elle est belle, elle est fine, ben, elle a bien short, là. C'est tentant, ça. À ce moment-là, quand je lui demande à lui pourquoi qu'on fait rien, puis il me dit, on a eu des périodes difficiles, ben pourquoi toi tu te déniaises pas? Ben, à un moment donné, c'est qu'on perd le goût un peu d'essayer d'être désirable parce qu'on voit que l'autre s'endort à 9 heures. Fait que la solution, c'est quoi? De dire bye mon chum, puis on se perd de vue? Il y a 8% des hommes qui sont attirés sexuellement vers des grosses, puis 92% ne le sont pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce que lui le sait? Est-ce qu'il se ment à soi-même? Ou s'il le sait, puis qu'il vous ment? Mais il se peut aussi qu'il se mente carrément à lui-même. Et qu'il pourrait même pas, si José le confrontait, lui répondre. Ah, il va nier massivement. Ah, c'est ce qu'il fait, il nie. Oh oui. En plus, ça se peut qu'il soit de bonne foi. Parce que s'il se ment à vous-même, il ne vous ment pas. S'il se ment à lui-même, il ment pas. Ben non, s'il se ment à lui-même, puis il n'en est pas conscient, le type, il vous ment pas. Avouons que c'est simple pour s'y retrouver, hein, José? Hey, oui, bonne chance. Bonne chance. Bye bye. Alors, on parle d'acceptation de son corps, bien être à l'aise avec son corps, puis quand arrive l'intimité, se sentir accepté. Pierre. Oui. Il y a tellement de simulations, de simulacres, d'excuses. Oh là là, dans l'intimité, comme ça ment. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça ou de ça. Mais ce qui ressort, Pierre, l'exemple que vous avez mentionné tantôt, beaucoup d'hommes vont fréquenter les danseuses, correct? Ils disent aimer leur conjointe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression qu'ils rencontreront jamais une femme au physique qui les excite assez? Non. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il y a beaucoup de mensonges.
Pourquoi? Ils en souffrent, ces hommes-là aussi, sont obligés de se cacher pour aller dans les clubs de danseuses. Non, Janine, il n'y a pas un homme aux danseuses qui est en souffrance. Parce que tous les hommes en souffrance ne bandent pas. Alors? Il n'y a pas un homme en souffrance aux danseuses. Oublie ça, là, en partant, là. OK? Bon, alors ils vivent très bien avec le fait de ne pas avoir autant d'attirance pour leur conjointe. Ils veulent la garder à la maison pareil. Écoute, la conjointe reçoit le regard du conjoint comme étant de la non-acceptation. Janine, en 2005, à se faire torcher, c'est encore une valeur masculine. Hey, on peut payer pour avoir quelqu'un qui va laver son linge. Non, mais il n'est pas bien lavé comme quand c'est une conjointe. À qui on fait croire qu'on l'aime. Oh! Hey, là, je vous avoue. Bon, on parle à Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour à vous deux. Bonjour, Joanne. Moi, j'ai 49 ans. Je suis une personne qui a toujours, du côté des seins, j'ai toujours été une personne, comme vous disiez tantôt, qui se va se faire toucher ou quelque chose, puis à l'orgasme quasiment. Oui. Alors, des seins très excitables sur le plan sexuel. Oui. OK. C'est ça. Ensuite, à un moment donné, je dirais qu'il y a 3-4 ans, je me suis posé la question parce que je me sentais plus d'être là. Je me sentais plus des seins. Ah. Ça ne m'excitait plus du tout. Mm-hmm. Je me suis posé des questions, puis tantôt en écoutant, quand j'écoutais les autres, j'ai découvert pourquoi. Allez-y. J'ai subi quelques viols. Ensuite, j'ai déjà été abusée quand j'étais jeune, mais pas de pénétration, mais des attouchements. Par quel membre de la famille? Mon parrain. Parrain, mais ça, vous tripotez? Oui. OK. Puis c'est arrivé aussi 2 fois des pères de mes amis de filles quand j'étais jeune. Ouais. Des tripotages. Il y en a une gang comme ça. Hein? Oui. Ils disent à la petite fille, amène les petites amies, puis je dis que les petites amies, ils en prennent soin. Oui, puis tu sais, puis avec des menaces, là. Tu sais, si tu parles à tes parents, tu vas te faire tuer. Puis quand t'es petite fille, t'as 12-13 ans, ben, tu sais, tu viens constipé, tu sais plus qu'est-ce qui se passe là dans t'as tellement peur que... C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de mères qui sont éveillées à ce que vous venez de dire. Puis ça, là, vous avez 49 ans, là, mais c'est vous actuellement, là. Oui. Tu sais, les pères des petites amies, là, qui en profitent, puis sont accueillants. Ils ont les doigts longs. Exactement. Continuez. Ensuite, j'ai eu mon conjoint, le père de mes 2 enfants. J'ai été avec 25 ans. Quand j'ai accouché de ma fille, ça faisait 2 mois que j'étais dans mes 40 jours. Ensuite, lui était sorti un soir. Quand je me suis réveillée, il était avec un de ses copains en chambre, dans notre chambre. Ensuite, lui me tenait, puis il a laissé son copain me pénétrer. Ça, en tout cas, ça... Ça, c'est ce qu'on appelle un viol. Calculez-vous que c'est comme ça que vous voyez ça? Oui. Mais au moment où c'est arrivé, là, je peux pas dire que j'avais le mot viol dans ma tête, là. Je l'ai pas vu comme ça. Est-ce que dans notre culture, un prêtre considérerait que c'est un viol? Oui. J'espère. Certainement. Parce que... Vous êtes bien certaine de ce que vous avancez là, vous deux? Ben là, Pierre. Ben oui, mais le conjoint est présent. Le conjoint force. autorise la relation sexuelle. Oui. C'est la violation d'un corps de femme. Elle n'était pas consentante, de toute façon. Non. Je pense que les interprétations je pense que ça se résume bien vite, là. Non? Moi, là, c'est le prêtre, là, s'il pense que c'est pas un viol, là, ben là, je pense qu'il y a un problème, là. Non, j'essaie de, par ma question, j'essaie de la culture de la tribu. OK. Ben là, Pierre, je sais pas. Dans notre culture, un homme, écoutez, il y a combien de femmes au Québec que le gars arrive, à moitié chaud avec son chum, pogne la bonne femme, fourre-la. Je l'ai bien dit. Hey, quel est le pourcentage de femmes qui ont subi ça au Québec? Si on faisait une étude, vous tomberiez sur le derrière toutes les deux? C'est possible. Hey, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça, là. Joanne l'a vécu. Joanne a vécu quelque chose de similaire. Hey, pas rare, ça, là.
C'est bizarre. Là, ils vont essayer de faire boire la bonne femme un peu, puis quand la bonne femme commence à être chaude, il y a tiens un peu, mais ouais, donne-y un coup. Il a essayé, mais ça et la drogue, parce que lui, je l'avais quitté pour ça. Je l'ai quitté pour ça. Fait que j'étais pas normale parce que je me droguais pas, puis mais je l'ai quitté. Ouais. Ah, les gars. J'ai jamais Je vous dis qu'il y a un aspect culturel là-dedans, là. Puis c'est drôle, c'est toutes des choses que j'avais enfouies dans moi. Oui. Ouais, vous êtes une enfouisseuse professionnelle, vous n'enfouissez pas mal? Ah oui. Hein? Oui. J'ai travaillé beaucoup sur moi aussi. Boy! Vous êtes une moyenne enfouisseuse? Oui, je me l'ai fait dire. Oui. Mais savez-vous une chose? Oui. Si vous n'aviez pas été une bonne enfouisseuse, je suis pas sûr que vous seriez encore en vie. Ça a été sa survie. Et aujourd'hui, Joanne, ouais. Ben, aujourd'hui, ça fait... Attendez, qu'est-ce que vous dites de ça? Vous avez raison. Expliquez. Parce que c'est dur de réveiller des choses comme ça. Puis, bon, on va parler des vraies choses, hein? Vous avez 50 ans. Oui. Non, j'ai pas peur de dire les vraies choses. C'est ça, je le sens très bien. J'ai pas peur de dire les vraies choses non plus. Si vous n'aviez pas été une très bonne enfouisseuse, seriez-vous encore vivante? Non. Racontez. Parce que je trouve que pardon. Je trouve que c'est assez difficile. Si je me l'étais pas enfouie à l'intérieur de moi, souvent que j'ai pensé que j'aurais probablement pas passé à travers de ça. Et vous auriez fait quoi? J'ai pensé au suicide, mais je sais pas je peux pas dire si le moment venu j'aurais passé à l'acte, par exemple. Mais j'ai eu des idées, par exemple. Puis j'étais pas capable, je me suis rendu compte que j'ai enfoui tout ça dans toutes ces années-là, parce que si j'aurais été voir, j'avais trop peur d'aller voir dans moi. C'est ça. Alors, votre inconscient vous a protégé. Ah oui. Alors, l'inconscient peut avoir un effet protecteur aussi. C'est ce que la psychologue... Oui. Oui, qu'est-ce que vous allez dire? C'est ce que la psychologue m'a dit. Ouais. Que c'était tellement fort que je l'avais enfoui. C'était ma façon de survie. Oui, tout à fait. Ça a bien du bon sens. Mais pourquoi à un moment donné, Pierre, elle commence à désenfouir, à faire sortir tout ça, puis là, elle se rend compte que son corps réagit plus pareil. En vieillissant, le mécanisme de défense n'est plus aussi essentiel à la survie. Et c'est là que l'inconscient, à l'occasion, va se permettre de monter à la surface. Parce que... Et ça l'a monté à la surface par une perte d'érotisation, une perte de sensation érotique au sein. Tu sais, l'inconscient, ça suit... L'inconscient humain m'a toujours fasciné. Vous en êtes un exemple, absolument. Ça l'est. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, Joanne, elle se suiciderait plus de toutes les conséquences de ce qu'elle a vécu. C'est ça. Mais là, son corps réagit. Non, aujourd'hui... ou cesse de réagir. Aujourd'hui, je penserais plus au suicide parce que j'ai été, à un moment donné, comme M. Mailloux dit, j'ai vieilli et tout ça, et la peur a été moins forte. Excellent, Joanne. Merci. Concernant l'acceptation de notre corps, Pierre, on peut dire, est-ce qu'on pourrait dire, tu sais, on accepte beaucoup plus facilement son corps quand il correspond aux critères de beauté du moment, parce qu'à certaines époques, pas du tout. À certaines époques, les femmes rondes et à la peau très blanche, c'était ça qui était très excitant. Non, pas du tout. En tout cas, c'est un point. Pas du tout. Si tu savais toutes les plaintes que les vedettes puis les mannequins ont concernant leur corps, écoute, les standards, là, ça n'a rien à foutre. Parce que ça... Ou si peu à foutre que ça n'est gênant. Alors, on va revenir sur un courriel tantôt. C'est notre petit bloc, alors on va tout de suite parler à Daniel pour revenir à Pierre. Daniel, bonjour. Oui, bonjour Janine, bonjour Dr. Mailloux. Bonjour Daniel. Moi, lorsque j'étais adolescente, j'avais 34D. Ça faisait mon affaire parce que j'étais très sportive. Mais c'est quoi ça, 34D? Moi, ça me dit, je suis pas tellement connaisseur. 34D de brassière. Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'en avais pas. J'avais pas de sein. Vous aviez rien? Ben, j'avais pratiquement rien. Ça me dérangeait pas du tout
Mais pratiquement rien, c'est gros comme quoi. C'est drôle. J'entends plein de femmes qui me disent qu'elles ont pratiquement et elles ont des sacrées petites poitrines. Fait que ça, là, moi, le pratiquement rien, là, j'ai bien de la difficulté avec ça. Écoutez, là... Mon œil de mâle, là, me dit que quand une femme dit qu'elle a presque rien, là, il y a des très bonnes chances qu'elle ait des sacrés beaux seins. Je vais écouter la suite, là. Oui. J'ai sorti 5 ans avec un garçon. Mais il m'a jamais fait la remarque, parce que ça a été mon premier, celui que j'ai couché avec, là. Mais est-ce qu'il caressait vos seins? Ben oui. Puis moi, si vous en aviez pas, il caressait rien? Ben oui, mais j'en avais pas beaucoup. Ah bon? J'en avais pas beaucoup. Oui, mais le pas beaucoup que vous aviez, là, ça avait-tu l'air à l'intéresser? Ben oui. Quand il caressait ça, le pas beaucoup, il bandait-tu? Ben oui. Ah bon? Ben oui. Bon? Alors, pas beaucoup le faisait bander? Ben oui. Ah ben, OK, continuez. J'ai sorti avec 5 ans. Alors, le B, il le faisait bander? Oui. Par la suite, je n'ai rencontré un autre. OK. Qui est devenu mon mari. Oui. Bon. Puis lui, quand on a fait vie commune, j'ai remarqué qu'il y avait des playboys. Oh! Et là, je me regardais, puis je regardais les playboys. J'ai rien dit. En 82, j'ai eu une... Non, attends, un instant, là. Les nerfs, on se calme. Elle n'a rien dit. Non, attendez. Non, attendez. Le problème n'est pas là. Non. Celui que vous avez rencontré après le premier, oui. Est-ce qu'il caressait vos baies? Oui. Est-ce qu'il bandait sur vos seins? Il n'a jamais fait de remarques sur mes... Non, c'est pas ça que je vous demande. C'est quoi? Je vous demande s'il les caressait puis si ça l'excitait. Oui. Il caressait vos seins puis il bandait. Oui. Vous êtes sûr de ça? Ben oui, je suis sûr. Ça a été un amant exceptionnel. J'ai été marié 10 ans avec lui. Un amant exceptionnel? Oui. Un mari exceptionnel. Un mari et un amant exceptionnel. C'est bon. Il me faisait l'amour, là, c'était pas 5 minutes, là, comme vous dites, là. OK. C'était pas des 5 minutes, on jouait, on était jeunes, on avait de l'imagination, on jouait au strip poker, puis on avait de l'imagination. Oh, strip poker en plus? Oui, mais ce que j'aime pas, c'est qu'aujourd'hui, il se sert de ça, puis il dit ça à mes 2 filles. Pour faire l'éducation sexuelle de mes enfants, il me cite en exemple. Parce que l'autre fois, ma fille me dit, t'as fait ça avec papa? Là, j'ai pas aimé ça, mais c'est pas là que je veux en venir. Je suis en train de bifurquer, là. Je veux pas m'éloigner. Non, vous vous éloignez. Bon, en 82, je lui ai donné une fille. Pardon? Je lui ai donné une fille. Vous êtes allé au magasin, il avait acheté une chinoise, puis il avait donné ça? Ben non, je lui ai mis au monde. J'ai eu une césarienne. Non, mais écoutez, Daniel, vous avez quel âge? J'ai 48 ans. Mais oui, c'est quoi cette façon-là de parler? C'est gênant, je lui ai donné une fille. Pensez-vous qu'il avait donné une fille? Mais non, mais je veux dire, j'ai eu... C'est quoi, c'est des façons... En tout cas, continuez, mais c'est... voyons donc. Je lui ai donné une fille. J'ai eu un enfant, j'ai eu une première fille. Une chance que votre fille écoute pas sa ligne, elle serait insultée. Mais voyons donc. Voyons, on donne pas un enfant en cadeau? Ben, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que je lui ai... Ben, c'est pas ça que je veux dire. Ben oui, mais expliquez-vous, parce que c'est nono en pas pour rire la façon dont vous le présentez. C'est méprisant pour vos filles, en plus. Ben, c'est pas méprisant parce que je les aime, mes filles. Ben oui, mais faut que ça paraisse un peu. Ben, je pense... Dans le langage, continuez. Bon, j'ai mis au monde 2 filles merveilleuses que j'aime et j'adore. Et quand je les allaitais, mes seins ont pris une proportion plus grosse. Oui, mon mari me regardait différemment. Attendez. Daniel, petite pause, on vous revient. D'accord. OK, alors on parle de l'acceptation de notre corps. On continue avec Daniel. Daniel, vous dites, vous allaitez votre premier bébé, les seins prennent beaucoup de volume. Est-ce que Daniel est encore avec nous? Ah, bon. Daniel est plus avec nous, Pierre. On a manqué le meilleur. Bon. OK, alors on continue, et c'est avec Gisèle. Bonjour, Gisèle. Bonjour à vous deux. Bonjour, madame. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui. Moi, j'ai 65 ans. Et puis, je pèse encore peut-être entre 120, 125. Toute ma vie, j'ai fait attention à moi. Quand mon mari arrivait de travailler, les enfants étaient nourris, étaient lavés, j'étais prête, j'étais toute pomponnée. Puis, j'ai jamais eu de problème. Notre vie était simple. Nos relations, c'était... Voyez-vous... Je me suis sentie comme une reine toute ma vie. Attends, votre prénom est... Gisèle. Gisèle. Il y a un élément qui me dérange dans votre discours. Oui. C'est que lorsque le mari arrivait, les enfants étaient nourris, lavés, puis j'étais toute pomponnée. Oui. Pomponnée, j'ai pas de problème avec ça. C'est les enfants nourris, lavés. Ah ben non, il arrivait quoi? Ben, il avait soupé, il était en pyjama, il était lavé. Je les couchais pas à 4h30, 5h, là, mais il était... Comme ça, j'avais moins à m'occuper d'eux.
Est-ce que, malgré que vous soyez pomponné, est-ce que les enfants avaient accès à leur père? Toujours. Mais oui. Ça se manifestait comment? Ben, il arrivait, il prenait sa petite bière avant le souper, il s'assoyait avec les enfants, on jasait, OK. Alors, les enfants avaient accès au père? Toujours, oh oui, oh oui. Un accès facile? Toujours, oui. Est-ce que certains des enfants pouvaient grimper sur lui, s'asseoir sur lui? Il grimpait sur lui. Il grimpait sur lui? Oui, oui. OK, correct. Continuez, ça me rassure. Je me dis, on voit plein de jeunes femmes aujourd'hui. Aussitôt qu'ils ont un enfant, ils se laissent aller, c'est d'un 200 livres plus. Je trouve ça horrible. Parce que je me dis que si tu veux qu'un homme te regarde, il faut que tu sois belle, il faut que tu... Ouais, vous y allez pas, je disais, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Pardon? J'ai dit, vous y allez pas avec la cuillère. C'est vrai, si tu veux que l'autre soit attentionné toi aussi. Prends soin. Pense que des choses que tu pourrais lui faire plaisir, des petites surprises, des petites tendresses, des petites gâteries. Comme vous dites, la vie est simple quand on veut. La qualité de vie, c'est pas l'argent puis le matériel. Mais est-ce que quand notre mère s'est comportée comme vous, là, prenez soin, quand une petite fille voit sa mère, s'arranger puis tout ça tous les jours, même qu'elle est à la maison, est-ce que le message passe plus? Parce qu'actuellement, Gisèle, vous dites les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes, à plein magazine, on suggère de la mode, on suggère d'être séductrice. Le message passe, mais peut-être d'une autre façon. Puis... Non, mesdames, on va régler un problème, là. C'est que le message des magazines ne passe pas. Il n'y a jamais eu autant de grosses en Amérique. Le principal problème de santé, c'est l'obésité. Bon, mais alors Pierre, Gisèle s'il vous plaît, les magazines, là, le message ne passe pas. Donc, le message de Gisèle avait des chances de passer plus. Une femme qui prend soin d'elle et qui se respecte, qui fait attention à son image, même à la maison, dans l'intimité. La petite fille qu'elle élève va prendre ça plus d'elle. L'impact positif des magazines de femmes à l'heure actuelle, zéro. Zéro impact négatif. L'obésité est dans une pente ascendante. Et ça grimpe solide. C'est horrible. Dans tous les groupes d'âge. C'est horrible. Oui. Ma mère, mon père est décédé à 7 ans et demi, je viens de la Gaspésie. On était pauvres comme Job. Ma mère était enceinte du 10e quand mon père est décédé à 37 ans. Oui. Fait que c'est pas parce que j'ai vu ma mère se chromer ou, tu sais, ma mère, elle faisait des ménages puis des lavages pour être capable de nous nourrir. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'aide sociale. OK. Alors vous, c'était vous. Vous étiez une personne fière. Savon, ça coûte pas cher. C'est sûr que ma mère nous a toujours dit, on a toujours été propre. Oui. Même si on n'était peut-être pas des cartes de mode, là. Mais c'est la fierté. Voilà. Elle vous a transmis la fierté de prendre soin de vous. Là, Gisèle, il y a un paquet de femmes qui vous écoutent après-midi. La vaillance aussi. Pardon? La vaillance. Que c'est ça? Se lever le matin, mettre un pied devant l'autre, se laver, tu es sûr que tu vas avancer. La vaillance? Oui. Mais de quel coin? Quel coin c'était? Dans le fond de la Gaspésie? Moi. Juste à Saint-Anne-des-Monts. Oh, oui? Oui, mais... Puis à Saint-Anne-des-Monts, la vaillance est une valeur? Oh, oui. Ben, mon voyage, on aura tout vu. Parce que tout ce que j'ai touché dans ma vie a fait de l'or. Parce que je suis une personne qui est disciplinée, puis qui est ordonnée. Oh, la vaillance lors de la discipline. Non, mais on aura tout entendu après-midi. Oui. Mais ça se traduit même dans... L'aspect aussi, très important. La vaillance lors de la discipline. Oui, monsieur. Est-ce que ça s'exporte? Ben, ça se montre, peut-être, si la personne... Ah, comment on fait pour montrer ça, exporter ça à Haïti? Ah, ben là... Comment on fait pour exporter ça en Russie? En Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique? On est content de on pourrait passer pas ça exporter un peu de vaillance, d'ordre et de discipline, comme vient de le dire Gisèle? Oui, mais écoutez bien, moi, je connais des Haïtiens, dans le temps de Baby Doc du Valier, puis ils ont une super de température, ils pourraient faire de la culture, ils pourraient faire beaucoup de choses. Il faudrait que le gouvernement les laisse faire, parce que le gouvernement gobe tout, puis le monde crève de faim. Ah, lorsqu'ils sont vaillants, vous prétendez que lorsqu'ils sont vaillants, il y a quelqu'un quelque part qui s'arrange pour les voler. Alors, d'où l'absence de vaillance. Donc, on reçoit deux messages de Gisèle. Revenons à nos moutons. Pour être capable de travailler. Donc, pardon? Ça prend de l'ouvrage pour être capable de travailler. Oui, mais ça prend de la vaillance pour se trouver de l'ouvrage. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Pardon? Ça prend de la vaillance pour se trouver de l'ouvrage. Ben là, quand on veut, on peut.
Donc, fierté et vaillance. Oui. Et puis, savez-vous... C'est ça, le pape est mort, papa va rire. Oui, en maudit, je veux rien savoir de ce gang-là. En tout cas, non, savez-vous ce qui est arrivé en Gaspésie? On a été très magasés par la religion catholique. Utilisez nos ondes pour profaner des propos obscènes. La première fois que je vous ai écouté, Doc, vous m'avez assez fait penser à mon conjoint que j'étais 41 ans avec. Excusez un moment. Qu'est-ce qu'il y a, Atuman? Pierre Daniel est revenu, hein. Je voudrais juste mentionner ça. On va la Daniel, reprendre tout de après. suite. Oui, oui. Je m'excuse. Allez-y. Bon. Ah, mais c'est quoi, là, votre soir, je vous rappelle votre conjoint que vous avez avec qui Oui, vous avez parce vécu que la 41 première ans. fois que je vous ai écouté, vous parliez de religion. Oui. Vous dites, oh, le petit Jésus, t'as fait pleurer le petit Jésus, puis vous, en tout cas. Puis, vous avez dit à la personne, si c'était un homme, vous avez dit en anglais, what did it give you? Sweet fuck all. Ça, c'était mon conjoint. Ah, ouais? Parce qu'il a voyagé partout dans le Canada, il était à Toronto, on était à Toronto plusieurs années, fait que je suis parfaitement bilingue. Oui. Et puis, quand j'ai failli tomber à terre, puis vous me faites tellement penser à lui. Bon. Quand c'était vert, c'était vert. Comprenez-vous? Puis c'était un homme. Il n'y avait pas de tatouinage. C'était un homme qui avait de l'allure. Hein. C'était un homme qui était super simple, pas kinké. C'était... J'étais 41 ans avec, puis il est décédé en 97. Puis je veux rien savoir des autres hommes. J'ai eu 2 autres copains après. Un m'a fait de la gomme dans les oreilles au téléphone. Puis l'autre, ben, il aurait fallu chaud dans la couchette. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Vos critères sont en rapport avec la première relation que vous avez eue, qui était satisfaisante. J'ai tellement de belles familles. Un chiqueux de gomme puis un épais. Oh non, non, tout ce qu'ils cherchent, c'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est une tranche de pain, quelqu'un qui se faire torcher. Oh. Je suis vraiment pas intéressée. Ouais. J'ai toute ma famille. Alors, c'est très clair, Gisèle. Merci beaucoup. Allez, bye, Gisèle. Bye. Oh boy, 65 ans. On parle à Daniel. Brosse la cage, la mère. Lucide, très lucide, très réaliste. On parle à Daniel. Bonjour, Daniel. Bon. De retour. Alors, Daniel, revenons à vos seins. Bon, non, je vais revenir pourquoi je vous ai dit que j'avais donné un enfant à mon mari. Parce que, en 81, j'ai fait une fausse couche. Oui. J'avais 3 mois. Et toutes les deux, ça nous a perturbés énormément. Moi, je travaillais en salle d'opération, je suis allée aux toilettes, j'annonce à mon mari que je suis enceinte, puis tout à coup, paf, je perds le bébé. Oui. Il arrive le soir, puis je l'appelle, j'ai dit félicitations papa. C'est pour ça que j'ai pris l'expression, je lui ai donné un enfant. Parce que ça a été très pénible pour moi. Je l'ai vu dans la bolle de toilette, je travaillais en salle d'opération, j'ai quitté. Je me suis même pas fait faire un curtage. J'étais arrivé à la maison, j'avais les jambes des airs, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, puis on a vécu comme un genre de deuil. Alors c'est pour ça que je me suis exprimée comme ça tantôt. OK, bah. C'est de là que je vous dis que je lui ai donné, parce que j'étais tellement contente que je lui ai donné. Alors pour moi, là, Daniel, à l'avenir, on va corriger le tir. Oui. Puis on va dire, je me suis donné une fille. C'est ça. Je l'ai mis à terme. Yes! Oui. Avec une Alors, césarienne. vous vouliez engendrer. 56 heures avant la Vous césarienne. l'avez fait et ne remettez pas cette offrande à personne d'autre qu'à vous-même, madame. Pardon? J'ai dit, ne remettez pas cette offrande à personne d'autre qu'à vous-même. Oh non, mes enfants, c'est très précieux. Allez, C'est ça, revenons c'est au sein. Bon, alors là, je voyais Vous mon allaitez, mari. vous avez les mamelles gorgées, et là, le regard du mâle change. Oui. Allez-y. Alors là, je le vois, puis il me remarque. Il me dit, penses-tu qu'ils vont rester gros comme ça? Fait que là, j'ai dit, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Puis là, à chaque fois que je l'allaitais, il venait. Il trouvait ça beau. Puis là, ben, ça n'a pas resté. Est-ce qu'il y touchait? Oui. Ah oui. Quand j'allaitais ma fille, il venait, puis il trouvait ça tellement beau. Ah oui. Est-ce qu'il les caressait? Oui. Pendant que je l'allaitais, il regarde. Il m'a même photographié. Non. Est-ce qu'il les caressait? Pendant que je l'allaitais? Non, dans cette période-là. Ah ben oui. Encore bien plus, il prenait du lait. J'avais du lait en quantité. Pardon? J'avais du lait en quantité. Comment il prenait du lait? Ben, je l'allaitais. Vous voulez vivre cette expérience? Ah, attendez un peu, expliquez-vous, il prenait du lait. Il me caressait. Pardon? Quand il me caressait les seins. Il suçait votre lait? Ben, il y avait du lait. Il vous têtait? Ben, j'avais du lait qui sortait comme... ça sortait tout seul. Méchant garnement? Comment un méchant garnement? Il sortait tout seul, le lait. Il vous têtait puis il buvait le lait? Ben non, le lait sortait tout seul. Oui, puis il têtait.
Ben, il avait goûté à ça, il voulait essayer ça. Là, Pierre, franchement, Ben, vous pensez qu'il n'y a personne qui a fait ça dans sa vie? Ben, voyons, c'est l'expérience. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'en le 22 septembre 84, Daniel a pris une décision. Augmentation mammaire. La journée de sa fête. Et je ne l'ai jamais regretté. Je n'ai aucune cicatrice parce qu'il a passé par le Mamelon, le chirurgien. C'est le seul à Montréal que j'avais choisi. Puis il n'y a aucun de mes chums. Ils ont toujours admiré mes seins. Il n'y a aucun de mes chums qui le sait. Puis ça paraît pas parce que voyons, la chirurgie est faite au niveau du mamelon. Et vous êtes passé de quoi? Vous êtes passé de B à quoi? 34B à 36C. Et je suis très heureuse, je suis très bien dans ma peau. Et donc, Janine, as-tu idée de la différence que ça fait? Oui, ça fait une bonne différence. C'est pas énorme. Hein? J'ai pas des seins extravagants, là. Mais c'est des beaux seins. J'ai 48 ans, puis on dit de moi que je suis encore une très belle femme, et je me fais remarquer encore. J'ai été mannequin. Et je fais très attention à mon corps. Pour moi, c'est très important. Mais c'est venu de vous ou c'est venu, vous vouliez faire plaisir au conjoint parce que vous aviez vu l'intérêt qu'il avait pour vos gros seins? J'ai vu l'intérêt qu'il avait pour mes seins quand j'allaitais. Oui. Fait qu'à sa fête, j'ai décidé que je me faisais faire l'augmentation mammaire. J'ai souffert pendant 3 jours, que j'étais pas là. Pendant 3 jours, je me souviens que j'ai perdu la tête complètement. Mais ça valait la peine. Parce que ça a été souffrant? Ah, ça a été très souffrant. Ça a été très souffrant, surtout qu'il est passé par le mamelon. Puis il avait commencé par m'en mettre 38, c'était trop parce que je pesais 120 livres. Puis il voulait que ce soit esthétiquement, c'était trop pour moi. Puis je ne l'ai jamais regretté et je ne trouve pas que c'est de la charcuterie. Non, on n'a jamais dit ça, là. Non, j'étais pas complexé et lui non plus. Ouais. Je l'ai fait le jour de sa fête. OK, il y a des augmentations mammaires absolument disgracieuses. On voit ça régulièrement dans les films porno, où lorsque la femme est couchée sur le dos, ça fait carrément comme deux demi-pamplemousses là, qui restent dans les airs, et c'est absolument disgracieux. Ben oui, moi je le sais, j'étais infirmière, puis on riait quand on travaillait à l'urgence. Quand on voyait des patients couchés à plat, puis on voyait ça pointer, tout de suite, on savait que c'était une augmentation. Alors Daniel, merci beaucoup d'avoir rappelé pour la fin de l'histoire. Ben oui, la fin, tout est bien, qui finit bien. Bon. Excellent. Accepter son corps tel qu'il est. Est-ce que c'est possible? Bon, parce que Pierre, vous avez parlé, on accepte son corps dans la mesure où les autres acceptent notre corps. Moi, je dis, hey, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait faire ce cheminement-là personnel? Vous dites que c'est difficile de le faire. Tu sais, il y en a qui vont aller très loin, jusqu'à des charcuteries. Daniel l'a bien vécu, mais il y en a d'autres, ils vont aller à répétition en chirurgie esthétique. Ça tourne mal, il y a des souffrances, parfois c'est des beaux résultats, mais OK, tout ça pour se faire accepter. Pour faire accepter son corps aux autres, pas ses idées, pas ce qu'on est, son corps. Alors on parle à France. Bonjour France. Bonjour. Bonjour France. Moi, c'est que quand j'avais 20 ans, je mesure 5 et 6. Je faisais du 36, 24, 36, ce qui a beaucoup changé. Je suis au téléphone. Ce qui arrive, c'est que j'ai accouché à l'âge de 21 ans. Après mon accouchement, mettons, c'est mon ventre qui est pas revenu en place. On parle beaucoup des seins, là, mais il n'y a pas juste ça qu'on doit accepter de notre corps aussi, hein. Oui, vous avez raison, France. Oui, fait que, après, je me suis mise à engraisser, mais... Vous savez, France, là, votre histoire de ventre qui n'est pas revenue en place, là. Oui. Excuse. La bédaine, elle reprend tout le temps sa place. C'est pas vrai, ça. Ah non? Il y en a qui font, Pierre, il y a une qualité de peau dans certains cas. Non. C'est la graisse. C'est la graisse qui s'est accumulée là. Hey, vous avez pris trop de poids. À 21 ans, il y en a. Oui, c'est vrai que pendant ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids. Combien? 80 livres? En tout, je pourrais pas dire parce que moi, ma grossesse, ça a été spécial. Je l'ai su, j'avais 4 mois et demi. Oui. J'ai été suivie seulement par des échos. Oui, mais vous avez pris combien de poids pendant votre grossesse? Je sais pas, mais il y a une semaine, entre autres, que j'avais pris 10 livres dans ma semaine. Ben oui, 10 livres d'une semaine. Oui. Ça, c'est juste un exemple. Imagine la somme du poids pris.
Eh oui. La peau, les muscles reviennent. Non, les peaux, la peau, les muscles, ça revient rapidement pour ça. Il y a des femmes qui font des vergetures, elles n'ont pas la peau élastique. Ben oui, ça mais il peut revient pas, demeurer ça. quelques petites vergetures. Ben oui. Ben oui. Dans certains cas, c'est Et plus la important. bedaine ne traîne pas ses genoux, je regrette, là. Les muscles, là, ils reprennent leur place, puis rapidement. Et dans les mois qui suivent, simplement avec une reprise graduelle du poids normal, un peu d'exercice, puis toutes les bedaines se raffermissent. Je regrette, là, ça, là. Mais comment vous expliquez qu'il y a autant de femmes que le ventre leur descend, qu'il y a eu des grossesses ou pas? La graisse, Mais pourquoi que c'est tout là qu'elle s'en va? l'excès de graisse. Pourquoi c'est tout là qu'elle s'en Parce va? que la nature a voulu ça comme ça. C'est pas de la faute de personne. On va mettre ça sur le dos de la gravité, tiens. Bon. Hein? C'est de la graisse. Ah, OK. Et mais- blâmons pas les muscles, c'est de la graisse. Quand il y a 20 livres de graisse sur le ventre, ça pend. C'est vrai que j'ai engraissé, mais contrairement à ce que... Alors, vous voulez en venir où, là? Pourquoi vous appelez après-midi, France? Contrairement à ce que plusieurs pensent, les personnes grasses ou obèses sont pas nécessairement des personnes paresseuses. France, Oui, si on faisait une étude là-dessus, oui. on s'apercevrait que les personnes obèses, en moyenne, bougent beaucoup moins que les personnes d'un poids normal. L'obésité, madame, c'est un handicap physique, social et sanitaire, de santé. OK? Ça conduit à l'hypertension, ça conduit au diabète, à toutes sortes de maladies. Lorsque vous arrivez pour monter des escaliers à 200 livres et plus, vous ralentissez tout le monde en arrière. Hein? Vous ne pourrez pas monter le même nombre de marches. Vous ne pourrez pas aller à la même vitesse si vous êtes une infirmière. C'est plate, c'est un handicap physique, l'obésité. C'est un handicap de santé, puis c'est un handicap social. Il y a un paquet d'activités que vous ne pourrez plus faire. C'est pas par mépris que je dis ça, c'est un fait. Est-ce que c'est ça que vous vivez, France? Est-ce que ça va jusqu'à vous handicaper dans vos activités? Dans certaines, mais pas dans toutes. Ça m'empêchera pas de suivre les gens, puis moi, je vais pas les ralentir. Je suis une personne qui aime- Regardez dans les voyages de groupe les personnes obèses. Observez. Regardez autour de vous. Observez le comportement du monde. Une personne de poids normal versus une personne obèse dans un voyage de groupe. Observez. Mais Noé, là, moi, ce que Hey, je veux dire... je veux bien qu'on se lamente, là, puis qu'on soit tolérant et acceptant, mais reconnaissons que c'est un handicap. Ben je oui, dis moi, pas moi, 20 je livres de trouve- trop, mais quand on est à 80 livres de trop, là, oh, que ça va moins vite. Moi, je vais en revenir à moi, là. Oui. Mon ventre, pour moi, je trouve que oui, c'est un handicap. Mais oui. Oui, je voudrais qu'il disparaisse. Mais oui, vous avez fait quoi pour le faire disparaître, la graisse sur votre bedaine? Ben, j'ai maigri. Combien? Vous êtes rendu à combien? Quand je me suis séparée, j'ai perdu 80 livres. Ben oui. Hey, OK qu'avec le chiffre 80, tantôt, je n'étais pas tout à fait dans le champ. Alors, 80 livres quand vous vous êtes séparés. Vous avez descendu ça à combien? Une fois que vous avez perdu les 80, vous étiez à... 170. Pourquoi? Puis vous mesurez combien? 5 et 6. Là, vous avez quel âge? Mais là, j'ai repris depuis... Ben oui, vous êtes encore à combien? J'ai 44 ans. Je suis Quatre- rendu à 220. 220. Hey, et venez vous lamenter de votre bedaine après-midi. C'est France, ça bon. fait pas sérieux. Mais quand Non, on Une mais- femme de 44 ans, Moi, ce que je elle veux dit, vous mon dire- ventre n'est pas revenu en place, Ouais. je pèse 220 livres. Ben, moi, C'est ce que- servons-nous de ce que nous avons entre les deux oreilles pour s'évaluer. C'est Moi, pas le ce que- gouvernement qui va venir vous évaluer. Mais on peut changer Moi, ce que ça, je le veux poids. vous dire, c'est que même en ayant perdu le 80 livres, le ventre était toujours là. Oui, parce que vous avez été très obèse. Alors là, c'est sûr que pour un grand bout de temps, vous avez un tablier de peau. Ça peut s'enlever. Oui, puis Mais pas à 220 livres. Il faut avoir perdu. Tu sais, une fois que vous êtes devenu très grosse, là, il y a toute une série de problèmes qui vont s'en suivre. Mais venez pas nous insulter en nous disant que c'est parce que vous avez accouché à 21 ans. Ça, c'est d'insulter l'intelligence du public. Venez nous dire, moi, je suis devenue très grosse, puis quand je perds du poids, je me ramasse avec un tablier de peau. Exact. Tout à fait d'accord. OK, mais on explique ça comment? Est-ce qu'il y a de la génétique là-dedans? Pourquoi est-ce que mes sœurs ont pratiquement toutes, vers cet âge-là,
ou après une grossesse, pris du poids, puis que c'est là que c'est allé aussi. C'est ça, parce que dans votre famille, on manque de discipline alimentaire. On mange comme des cochons. On dit, ouais, on est enceinte, on mange pour 2. Ça mange, monsieur, cette affaire-là. Hey, quand vous avez pris 10 livres dans la semaine, vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé? Non. Non, je m'en souviens pas. Vous vous êtes empiffré comme une cochonne. Et pour prendre conscience de ça, c'est Pierre, ça, être honnête face à soi-même. Dans les courses... Accusez-moi pas d'être méprisant. Faut se dire les choses comme elles sont. Arrêtez de se mentir à soi. J'ai mangé comme une grosse truie pendant une semaine, j'ai pris 10 livres. Parfait. Puis attendez pas que les autres vous le disent. Dites-vous-le à vous-même. C'est ça que vous n'avez pas dans votre famille, comme dans beaucoup de familles d'ailleurs. Vous êtes des menteurs face à vous-même. Vas-y, venez vous plaindre. C'est à cause de la grossesse. Allô? Bullshit! Quand on suggère, Pierre, à des gens qui ont des problèmes de poids, de noter tout ce qu'ils mangent, c'est pour prendre conscience. Exact, oui, bon, c'est vrai. Prendre conscience de ce qu'ils mangent. Puis ça, c'est pour se rééduquer soi-même. Pouvez-vous les regarder, vos maudites assiettes, quand vous mangez? Êtes-vous aveugle? Mais entre je vais assez souvent dans des buffets, Janine, j'en ai plein le casse de ça. Des personnes qui nous appellent, puis je mange comme un oiseau. Je vais dans des buffets depuis quelques années. Ça n'a pas de maudit bon sens comme le monde mange comme des cochons. Sacrément, les gars dans le chantier mangent même pas comme ça. Bon. Alors, prendre écoute, je sais qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de chantier. Les gars, ça bûche à journée longue, puis ça mange moins que des buffets. Le mensonge à soi, là, c'est bien de valeur. Appelez aux autres tribunes pour mentir. Moi, vous me ferez pas coller ces histoires-là. Alors, quand on parle d'acceptation de soi, Pierre, OK, et qu'on souffre, par exemple, d'une maladie chronique, on a un gros débalancement hormonal, qu'on fait de l'embonpoint, ça s'appelle, faut l'accepter. Mais on peut pas, quand on peut changer, c'est pas une question d'acceptation, on peut changer. Hey. On accepte ce qu'on ne peut pas changer, non? Tu acceptes de ton corps ce que tu peux pas changer. Et si tu peux... Janine, c'est le mensonge à soi qui me dépasse dans tout ça. Je te le dis, je vais dans des buffets, ça n'a pas de bon sens. C'est que dans hey, il y a un repas, il y a un festin le soir. Le déjeuner du lendemain matin, c'est scandaleux. Hey, des femmes, là, 2 œufs, bacon, patates rissolées, 2 toasts, 2 grosses rôties, monsieur, un pouce de paix, la confiture... Hey, allô? Ça vient de loin, ça, Pierre. C'est que ça a été revalorisé dans la famille quand t'es élevé. Puis la nourriture, c'est la seule valorisation. Hey, on peut remonter très loin, là, à toutes ces habitudes alimentaires-là. Avez-vous fait l'essai de la technologie HDILA à projection arrière? C'est un cinéma maison de qualité haute définition très perfectionné. La technologie HDILA exclusive à JVC de 3 microprocesseurs reproduit les détails, les contrastes et les couleurs de façon incroyable. Il faut le voir pour le croire. Le système HDILA comprend la technologie exclusive de 4e génération de démultiplication numérique de l'image JVC qui convertit sans problème toute source vidéo pour donner une image très proche de celle d'un film. La technologie de gestion en 5 étapes des couleurs de JVC règle chaque couleur séparément pour obtenir les couleurs les plus vivantes qui soient. Toute cette technologie est disponible dans des téléviseurs minces et élégants de 52, 56, 61 ou 70 pouces. Les téléviseurs à projection arrière HDILA de JVC sont la nouvelle norme. Alors, on va tout de suite à l'appel d'Éric. Bonjour Éric, vous êtes le premier homme aujourd'hui à nous appeler. Bonjour Éric. Bonjour Janine, bonjour Dr Mayou. Je suis Éric Charbonneau de Sherbrooke. Moi j'appelle dans le fond, là, j'ai des problèmes au niveau physique, là, je suis assez je suis privilégié, là, j'ai fait attention à ma santé et tout ça. Là, je pèse 170 livres, je mesure 5 pieds 10 là. Mais c'est plus au niveau psychologique que j'ai de la difficulté parce que je bande difficilement ou je bande pas pantoute. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans. 38 ans? J'ai été abusé. J'ai écrit d'ailleurs dernièrement là, un email. J'ai été abusé à l'âge de 7 ans. J'ai vécu de la violence verbale quand j'étais plus jeune aussi. Puis je suis tombé dans la cocaïne, dans des difficultés. Là. Puis la fille avec ça, j'ai fait ça
je m'en suis sorti, ça fait presque 6-8 mois, là, tu sais, je suis encore en thérapie. Qu'est-ce que vous voulez dire, j'ai fait ça? Ben, j'ai tombé dans ce vice-là, là. C'est-à-dire? La pornographie avec la cocaïne, puis tout ça. Oui, mais je comprends pas. Vous achetiez de la pornographie ou si vous faisiez des films porno? Non, j'achetais. J'achetais ou je regardais à la télévision, là, tu sais, puis j'ai grandi avec ça. Pornographie adulte ou pour enfants? Adulte. Adulte? Oui. Même tout jeune, là, c'était... j'ai découvert des photos de mon père, là, dans le bureau à mon père, ça fait que... J'ai commencé très jeune, là, parce que j'ai pas eu de mère, là. Ma mère est partie, j'avais... Il y avait quoi sur ces photos-là? La photo de sa conjointe. Qui n'était pas votre mère? Non, c'est ça. Puis c'était, qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo-là? Elle était nue, sur le lit. J'étais à la recherche, tu sais, d'une mère, découvrir c'est quoi une femme, là, mais... Quel lien qu'il y a avec votre incapacité, votre impuissance sexuelle? Ben... C'est un peu ça que je recherche, parce que j'ai quand même fait pas mal de thérapie là, au niveau de la toxicomanie. Mais j'ai beaucoup de difficultés à aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Lâchons l'aide, là. Oui. Conjointe nue du père. Votre belle-mère. OK, de voir votre belle-mère à poil, ça vous a fait quoi? Ben, ça m'a excité, ça m'a stimulé, ça m'a... Mais vous étiez très jeune, c'est ça que vous dites? Oui, j'étais quand même en bas de 10 ans, là. En bas de 10 ans. Alors, Pierre, cette femme-là, en principe, là, elle aurait pu remplacer la présence maternelle. Et là, elle l'a jamais fait, là. Elle l'a jamais fait. C'était, leur relation à eux, c'était strictement... pas technique, là, mais il n'y avait pas d'amour là-dedans, là, il n'y avait pas de... Ça, vous n'en savez rien. Ben... Parlez pas à travers votre chapeau. En tous les cas, oui. Conjointe nue du père. Pardon? La conjointe nue du père. Oui. Il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute, là. Ils disent que nudité, pas de problème avec ça. Alors vous, la nudité de la partenaire du père, ça vous a fait quoi? Ça vous a excité? Oui. Ça vous a stimulé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça m'a excité, ça m'a stimulé. Ben, c'est difficile de retourner si loin en arrière, là, mais... Là, j'avais juste 38 ans, faites un petit effort, là, vous aviez 10 ans. J'en ai fait des efforts, justement. Oui, écoute. Et c'est le genre d'événement où on se rappelle très bien comment on se sent. N'est-ce pas? Je pourrais pas dire. Oui. Quand on découvre la photo nue de la compagne de notre père, là, il y a des maudites bonnes chances que... Je pense que c'est là que j'aurais pu avoir commencé à me masturber. Bon, merci. Oui. Merci. C'était excitant. L'image était excitante. Oui, on commençait à se masturber sur l'image nue de la partenaire du père. Oui. Oh! Mais qui aurait pu être notre mère, qui aurait pu jouer ce rôle-là, Pierre, hein? Ça fait quoi, ça, dans le développement de la sexualité du petit garçon? Très foqué. Merci. Très foqué. Merci. Ça fait une personne... Ouais, c'est ça. Ouais. Très foqué. Ouais, ça part mal la patente. Parce que ça a beau pas être notre mère biologique, c'est la compagne de notre père. Puis là, on se crosse sur l'image nue de la compagne de notre père. La photo, l'avez-vous gardée avec vous? Non. À quelle fréquence vous alliez la revoir? Assez régulièrement, je pense. De quel âge à quel âge? Jusqu'au moment où j'ai tombé dans la pornographie, ça pouvait aller jusqu'à 12 ans, à peu près. Alors, de 9 à 12 ans, pèlerinage régulier dans le bureau de votre père? À peu près, oui. Combien de fois par semaine, vous souvenez-vous, quand vous alliez voir la photo? Au moins 4-5 fois, là. Minimum? Pour ne pas dire à tous les jours, puis peut-être même plus? Exactement. Oui. Puis après, ça a glissé. Dans vos thérapies, aviez-vous examiné? Excuse-moi, je n'ai pas. Non. J'ai dit après, ça a glissé sur l'eau vers 12 ans. Non. En me faisant faire un retour en arrière comme ça, c'est vraiment, là, je le vois plus, là, c'est... Mais... Ben non, ça a jamais quitté ça. Il peut pas s'unir charnellement avec une autre femme. Écoute, pendant 4 ans, il s'est crossé sur la photo de l'image nue de la compagne du père. En avez-vous trouvé une plus belle depuis? Non. Ah non? Ben non. Ah non?
Même dans la pornographie, oui. C'est ça que j'allais dire, parce que oh, vous mentionné... Là, il n'y en a pas une qui vous a accroché comme celle-là? Non. Mais non. L'image était... Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez mentionné, je viens d'allumer sur, ou je viens de... Là, vous me faites voir là, que tout part de là, tu sais. Écoute, on fera pas une thérapie de 4 ans, là? Non. Hein? En 4 minutes, on en a assez pour dire, hey, 4 ans se masturber sur une photo, on convient-tu qu'on sort pas de là? Hey, il y a 4-5 fois par semaine, puis 4-5 fois par semaine, là, vous êtes pas généreux, là. J'ai l'impression que vous sautiez pas une journée, puis des fois, là, ça devait être quelques fois dans la journée. Sûrement. Hein? Sûrement. Je me trompe-tu? Non. C'est que... Non, mais qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, c'est... Tu sais, là, avec l'abus, je l'ai dénoncé dernièrement. Non, une chose à la fois. J'ai demandé de l'aide à l'IVAC. Non, attendez un peu. Mêlez pas les choux et les carottes, là. C'est parce que je veux rencontrer, je veux avoir de l'aide. Attendez. L'abus, c'est une chose. Oui. Et ça, le fait d'être resté bloqué, OK, au stade de la masturbation sur la photo, ça, c'est une autre affaire. Ces problèmes-là sont pas reliés, là. Mais l'histoire on peut pas tout mêler ça pour en faire une belle salade, là. Mais c'est arrivé à Pierre, je sais pas si j'en ai manqué un bout, là, mais l'abus, vous l'avez mentionné à 7 ans, mais par qui? Un ami à mon père. Un ami de votre père? En passant, mon père s'est suicidé en 99, il s'est tiré. Oui. Il devait avoir une couple de raisons. Oui. hein? Oui. Puis moi, j'ai failli passer aussi. Oui. Non, il y a des affaires, regardez, Éric, au moins, là, alors là, on a commencé à faire des liens un peu, parce que c'est bien évident que... Et ne serait-ce que pour passer le message, s'il vous plaît, pourriez-vous être délicat, non seulement dans vos rapports intimes, mais dans vos rapports familiaux? Votre derrière, votre pissette et votre paire de tétons, pourriez-vous garder ça pour les adultes? Les enfants, là, c'est pas pour eux autres. Ça fait pas partie de leur éducation sexuelle. Tu sais, vos films porno de la famille, là, intrafamiliale, là, non, ça se garde pas dans une maison où il y a des jeunes enfants. Tu sais, il y a des manques de délicatesse qui se font au Québec, c'est gênant. Tu sais, le bonhomme, il pose sa greluche nue, puis il met ça. C'est sûr que les enfants, ça fouille partout. Y a-tu un parent qui sait pas ça au Québec? Hein? Ça se ferme les yeux. Ouais, hein? Dit oui. Allez, Eric, bye. Merci de vous rappeler. Bonne chance. Beaucoup. Oui. Alors, Pierre, on n'aura pas le temps de prendre le dernier appel, malheureusement. Il reste une seule minute. Quelle patente. J'en reviens pas. Mais tu sais, on a entendu des témoignages à un moment donné. Pour accepter ton corps, il faut que tu le montres. Ça, c'est un discours. OK, les jeunes, montrer le corps au sein de la famille. On n'est pas scrupuleux, nous autres, on se montre les uns aux autres. Ça permet pas l'acceptation nécessairement de ce que tu es physiquement. Mais c'est ça illustre l'appel d'Éric, là. La libération, tu sais, on se montre tout nu, tout le monde tout nu. Tout le monde tout nu. Les enfants, les parents, tout le monde. Les clubs échangés entre adultes, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'on pourrait laisser les enfants tranquilles avec ça? Mais pour les libérer, probablement que l'intention de fond peut être peut-être juste, pas justifiée, mais on la justifie comme ça. On était pognés, vous autres, nos enfants, vous ne serez pas pognés. Oh, yes, c'est une très bonne façon. Regarde l'impact que ça a eu. Oui. Jeune 38 ans, complètement jamais. Parce que ça revient régulièrement, Pierre, dans le courriel. Une photo d'une greluche à poil. Bon, mais ça, c'est une photo. Dans certaines familles, c'est tout le monde tout nu. Qui a servi 4 ans à un petit garçon à se crosser. Puis amener les enfants dans les clubs naturistes. La question nous est posée régulièrement, les petits garçons de 10, 11, 12 ans. Est-ce qu'on les amène là? Est-ce que ça peut avoir un impact sur leur vie sexuelle plus tard? C'est ça va dans le même... Oui, bye bye. À demain.